Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et welcome dans ce nouvel épisode de podcast, le numéro 19. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de mon pote Louis Zip, qui a fait le déplacement de Chalon pour venir discuter avec nous de photos. Ça va être trop cool, je suis trop contente qu'il soit là. Donc, bienvenue, merci. Merci de m'accueillir, Elise, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore ? Ouais, alors moi je m'appelle Louis, sous le pseudonyme de louis.zip sur les réseaux sociaux. Je fais de la photo argentique depuis maintenant 5-6 ans, on va dire. 6 ans, je crois, 2018. J'ai commencé en étant à Lyon, parce que j'ai habité 7 ans à Lyon pour les études. Ça, on y reviendra peut-être après. Je pourrais en discuter après. Et puis ensuite, je suis retourné sur ma terre natale à Chalon-sur-Saône, ville de la photographie, pour travailler au musée Nicéphore-Niepce, donc au musée de la photographie. Et maintenant, en comptant mon stage... ça fait un moment Ouais, ça fait un moment, ça va faire 2 ans. En comptant le stage, ça fait 2 ans. L'épisode n'est pas sponsorisé par la ville de Chalon. Non. Ça aurait été avec grand plaisir. Monsieur le maire n'a pas voulu, mais... Je ne suis pas sponsorisé par aucune marque et aucune ville pour l'instant. J'espère qu'un jour ça viendra. Ni par le musée pour l'instant. Ouais, mais trop cool. Je suis trop contente qu'on puisse... du coup, on va discuter de tout ça. Avant de commencer, j'ai même pas introduit correctement en disant le thème. De toute façon, vous l'avez vu au titre. Ouais. Un peu comme d'hab, à chaque fois, il y a plusieurs parties dans mes podcasts. J'aime bien faire ça, mais je voulais avoir Louis pour justement parler de l'expérience de travailler dans un musée photo, dans The Musée Photo même, et aussi de notre rapport à notre santé mentale, l'anxiété et la photographie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent les mêmes choses que nous et qui en parlent pas trop. Enfin, sur les réseaux, j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup dans les mêmes moods. Ouais, sur les réseaux, les langues se délient un peu et on s'épanche un peu plus, mais dans la vraie vie, c'est différent. Voilà, et du coup, je trouvais ça cool d'en parler et de le lier à la photo aussi. Mais bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, la question rituelle. Attention, comment ça va vraiment en ce moment ? En ce moment, ça va bien. Écoute, il fait beau, il y a du soleil. Moi, je suis de retour à Lyon, tout va bien. Ça fait plaisir d'être là. Mais sinon, non, ça va très bien. Je sors d'une petite semaine de vacances, donc je suis plutôt reposé. J'en ai profité pour faire de la photo, faire du labo avec les copains à Chalon. Et puis, avant de rattaquer le travail la semaine prochaine. Mais sinon, non, je me sens bien, ressourcé, reposé, épanoui dans ce que je fais. Et sans trop me forcer sur ma pratique de la photo en termes général récemment. Par exemple, j'en parlais justement tout à l'heure avec une amie. Je suis allé en Angleterre au tout début du mois de mars. Et j'ai fait beaucoup de photos en même pas 24 heures sur place. J'ai fait peut-être 8 péloches. Ah ouais, bon ratio. J'ai fait un bon ratio de temps pellicule. Et c'est vrai que du coup, ça a fait beaucoup d'un coup. Et j'ai pas retouché d'appareil pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, parce que je devais faire un petit test de pellicule couleur pour s'entraîner au Def Couleur au club photo à Chalon. Donc ça m'a un peu remis le pied à l'étrier. Puis là, du coup, le fait de revenir à Lyon ce week-end, ça m'a permis de reprendre 2-3 films, mes boîtiers, et puis ça m'a remis dedans, quoi. Puis le soleil. Et le soleil et la météo. Enfin, après, moi, je suis biaisée parce que je suis une meuf du Sud. Ouais, c'est ça. Mais genre, je dis tout le temps, je suis une petite fleur, tu vois. La petite fleur, elle a besoin de soleil et de pluie. Mais c'est ça. Mais la grisaille et le froid, non. Moi, j'aime bien l'hiver. J'aime bien l'hiver parce que je suis pas trop fan de la chaleur. Oui, bon. Je supporte pas beaucoup, mais c'est vrai que le soleil pour faire les photos, c'est quand même cool. Et le temps, quand je suis rentré d'Angleterre en France, en tout cas à Chalon, c'était un peu gris, pluie. C'était pas motivant pour faire de la photo. J'en avais un peu marre du noir et blanc. Je voulais faire un peu de couleur et le soleil est propice à faire de la couleur. Donc, de ouf. Let's go. Ça, je sais pas, ça donne un truc de genre, ça y est, c'est la fin de l'hiver, c'est le printemps qui revient. Voilà. Moi, en tout cas, ça me motive, mais tellement de fou, j'ai jamais été aussi bien que là. C'est la photosynthèse, on peut se nourrir de soleil. C'est un truc de fou. Et il y a un peu un passage là, en tout cas entre Chalon et Lyon, on le ressent et je pense un peu partout en France, un passage hiver-printemps, où vraiment il y a le soleil qui est arrivé d'un coup, des 15-20 degrés qui sont arrivés d'un coup, et franchement, ça fait du bien. Ça va cool. redescendre la semaine prochaine. Ça redescend un peu. Victor mais les jours rallongent. Ça fait plaisir. Mais oui, on sort du taf, il fait jour. Exactement. Et tout, un peu de soleil, non, c'est cool. Ça aide pas mal pour la photo, surtout. Si on aime la couleur, en fait, en hiver, on a des belles lumières, mais en plus quand tu taffes, tu la vois pas la lumière, quoi. Exactement. Donc c'est un peu frustrant. Tu peux faire d'autres choses. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, où justement il disait que en hiver, il passait dans une vidéo de Street Photo France, je crois, qui disent que en fait en hiver tu peux en profiter pour faire d'autres types de photos que tu ferais pas le reste de l'année, quoi. Ça, exactement. Mais je sais pas, moi ça me flingue le moral. Et en plus tu parlais de ratio au nombre de pellicules, tu sais, que tu shootes et tout.
Et moi, j'arrête pas de dire depuis le début de l'année en mode ouais, j'ai l'impression que je fais rien, tu vois. Et bah, Que ce que je produis, j'ai l'impression que c'est pas ouf. La même J'aime chose. pas trop. Et quand je regarde combien j'ai fait, parce que je note tout, maintenant je suis devenue un peu zinzin, j'ai T'as un un petit tableau tableur Excel avec ouais. la date, qui la dev, qui le scanne, machin, ouais. nanana. Non, mais c'est pointu. incroyable, je te montrerai. J'aime trop. Et j'ai fait genre 25 pellicules. Là, depuis le 1er janvier? Oui. Bah bien. Bah c'est énorme. Cool. C'est énorme. Et j'ai l'impression que je fais rien. Bah, moi, tu vois, c'est pareil. Genre... Je sais pas à combien j'en suis parce que je tiens pas je suis pas aussi précis quoi, et méticuleux que toi. Mais c'est ce que je me suis dit là au début d'année. Je suis parti au ski, j'ai fait 4 films et je me suis dit vas-y, je sais pas. Quelques jours après, j'ai pas refait de photos pendant un petit temps aussi, pareil que après mon retour d'Angleterre. Et je me dis cette année, je sais pas si je vais faire autant de photos que l'année dernière parce que l'année dernière j'ai fait quand même pas mal de films. Tu les as pas comptés? Tu sais pas combien tu fais de films? Je sais pas, mais ils verront pas, mais mon classeur il doit être épais comme ça, quoi. Quoi, 5 cm 10 Ouais, 10, un bon 8 cm. Et tu les comptes pas, tu sais pas? Faut que je les compte, là. Mais je pense qu'il y en a bien, peut-être 40, 50, entre 40 et 50 pochettes. Ouais. En comptant 135 et 120. Ouais, moi je crois que l'année dernière, je le dis, je les compte parce que dans le podcast, après, moi je fais mon récap de genre récap de l'année, ouais. Et l'année dernière, j'en ai fait moins que l'année d'avant. Mais en fait, c'est même, j'ai l'impression de shooter moins, mais je pense que du coup, quand je shoot, je profite du moment où j'ai l'opportunité de le faire. Et du coup, je crame plus de films en un week-end que la semaine. Genre, en fait, j'ai l'impression de pas faire de photos parce que j'en fais pas quotidiennement, genre tous les jours, un petit peu. C'est genre en mode, quand j'en fais, je vais cramer une péloche. Et là, en mode, quand j'en fais pas de la semaine, je suis un peu en mode le week-end, merde, j'ai rien fait. Puis après, en ce moment, je fais beaucoup d'autoportraits parce qu'il fait pas beau et tout machin. J'ai envie d'avoir un modèle humain, mais vu que j'en ai pas sous la main, j'ai que moi. Je me mets moi, je suis en mode, je sais pas ce qui se passe là. Je suis mon propre modèle, donc je m'éclate et je crame vite facilement du film. Trop bien. Je les montrerai jamais du coup. Mais c'est bien aussi de garder pour soi. C'est rigolo. Ou montrer plus tard, on sait jamais. J'envoie toujours à Zatax. Voilà. C'est le gars qu'on cite dans tous les podcasts. Si je lui envoie toutes mes Zatax, photos. il sait. Voilà. Mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, sur le fait de pas faire de la photo quotidiennement et en faire qu'à des certains moments où dès que t'en fais. Moi, pour le coup, j'ai opté depuis quelques mois en tout cas de la vision de la pratique inverse, où justement j'en fais quotidiennement parce que du coup j'ai envie de documenter mon quotidien. Alors que ça soit du plus basique au plus truc tout con, tu vois, et je prends toujours un boîtier avec moi le matin aussi, quand je vais au taf, quand je reviens, et du coup je fais des photos sur le chemin du taf. Je prends quasiment tout le temps le même, mais au moins tu vois, il y a des gens différents, il y a une lumière différente, il peut y avoir un truc qui se passe de fou. Et t'arrives à faire des photos du coup Je fais des photos de gens, Je fais des photos de gens, de ce que je vois. Après, c'est des trucs à la con. Non, mais j'aimerais bien arriver à le faire parce que moi, tous les jours, j'ai un boîtier avec moi. Quand je le prends pour aller au taf, genre, j'arrive pas en fait. Genre, je suis pas dans. Bon, on en parlera dans la deuxième partie de l'épisode, mais ça rentre dans mon truc d'anxiété. Et en fait, je suis pas dans le mood 2. Et en fait, même si je vois 1 milliard de scènes, j'arriverai pas à déclencher quoi. Du coup, je suis un peu en mode. Et je pourrais, parce qu'en plus, il y a une vidéo de. Je sais plus qui en parle, un youtubeur justement qui parle de photo et qui disait qu'au début, avant d'être à 100% sur YouTube et faire que ses vidéos, il shootait avant d'aller taffer en fait. Il prenait son boîtier, il faisait avant et après le taf. Et du coup, moi je pourrais le faire avant le taf. Mais bon, j'ai quand même ce truc de j'y arrive pas quoi. Une ville où il y a du monde, tu vois. Et puis j'habite en plein centre. En plein centre et tu vois. Après mon temps de déplacement il est court, donc le matin il y a pas forcément grand monde. En plus moi je suis dans le mood de je vais taffer aussi, tu vois, donc je suis déjà dans mon ta journée de travail. Ça dépend des périodes, mais là en ce moment ça va faire que de charbonner, donc en fait j'ai des objectifs de taf qui n'ont rien à voir avec la photo. Il y a des gens qui oublient que en fait je suis pas photographe du tout, je gagne 0 argent avec la photo, ça m'en coûte plus que ça m'en rapporte, si tu veux. Et du coup, quand je vais au taf, je suis genre, en ce moment, j'ai des évolutions possibles et je suis un peu en mode, pas je laisse la photo de côté, mais je suis un peu en mode, je veux. Tu tryhardes un peu le travail. Ouais, je suis un peu en mode, pas carriériste, mais genre, je veux obtenir un truc. Si je me bouge pas maintenant, je l'aurai pas en fait. Donc et après, je vais être dans la merde. Ouais, tu te focuses donc, dessus. Je veux d'abord essayer de régler ce truc-là. Et après, la photo, je n'oublie pas. Je fais ça le week-end, je fais ça vendredi après-midi. Mais genre, quand je vais taffer quoi. Genre là, en plus, il se passe plein de trucs. Mes collègues, ça va pas et tout. Donc, t'es un peu en mode. J'y vais et dès que je pars de chez moi, il est genre, je sais pas, 8h15. Je suis genre en mode, ok, je suis déjà dans mon truc. Et le fait de rajouter la photo, je sais pas, j'arrive pas et j'ai pas forcément après, le temps. Ça peut être aussi un moyen de penser à autre chose le temps du trajet, peut-être aussi de décompresser. Ouais. Ou peut-être en rentrant du taf, tu oublies un peu ta journée de travail un peu stressante. Vu que c'était la nuit et tout le froid. Ouais. Non, mais maintenant, oui, tu vois, je suis plus en mode, je vais la voir, je vais essayer de faire des trucs. Puis entre midi et 2, j'ai la chance d'être sur
je sais pas si j'en ai déjà parlé. Non, je veux pas en parler, c'est pas grave. Mon lieu de travail, il est cool photogéniquement parlant, tu vois. Ouais, ouais. Et mes collègues, elles sont jeunes et elles sont cool. Donc, des fois, entre midi et deux, c'est shooting party. Dernière fois, j'ai prêté mon boîtier à ma collègue, elle m'a pris en photo, tu vois, genre trop drôle. Initiation à la photo argentique, Ouais, c'était ça, trop c'est bien, drôle. ça. Et ouais, on se marre bien et on le fait entre midi et deux et c'est cool, mais je le fais pas tout le temps. Mais c'est pas de la street. Ouais, mais bon, c'est de la oui, photo. c'est cool. Et c'est vrai que moi aussi, j'en parlais souvent, j'aimerais bien arriver à documenter plus mon quotidien. C'est ce que je fais dans mon environnement, mais en street, je le fais un peu moins, quoi. Bah, en fait, tu vois, ouais, mais juste pour conclure là-dessus, pour terminer un peu Ça la commence documentation, bien, ouais, la documentation du quotidien. Et c'est vrai que, par exemple, il y a un matin, en début d'année, il faisait pas très beau, il faisait pas très gris, mais j'ai 5 minutes de marche pour aller au boulot. J'ai craqué une pellicule sur l'aller-retour entre le matin et le midi, et du coup, j'ai appelé, entre guillemets, ce début de série, parce que je sais que je vais en refaire, un aller-retour au taf. Ouais, c'est tout trop simple. cool. Et du coup, après, les photos sont ce qu'elles sont. Je sais même pas si j'en ai publié ou quoi, mais au moins je les ai. Peut-être que plus tard, je pourrais faire un truc quand ça va s'accumuler. Ouais, et grave. puis j'emmène quand je fais des déplacements à Paris, parce que je suis beaucoup en déplacement avec le boulot. J'ai fait Paris vu du camion, parce que quand je vois Paris, en fait, pour le boulot, on est souvent en camion parce qu'on va à droite, à gauche, on ramène des œuvres et des trucs. Et du coup, j'ai pris mon 28 mm, comme ça on voit un peu le rétro et la fenêtre du camion. Trop cool. Et du coup, j'ai fait de la street, mais depuis le camion, quoi. Ouais, c'est trop cool. Voilà, j'adapte un peu. Non, mais c'est trop bien. C'est trop bien d'arriver à adapter à son quotidien, à son environnement. Et après, ouais, ça fait des séries. Moi, c'est ça qui manque dans mon travail aussi, c'est cette. Je sais pas, un peu un fil rouge dans certaines thématiques, tu vois, où tu sais que bah, tu peux garder ces images-là et tu vas les compléter et tu vas en faire un truc plus tard. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais, ou rien faire du tout, mais au moins tu les as fait, tu vois. Mais voilà, que c'est un. Je sais pas, qu'il y a une ligne. Un fil rouge, ouais. Voilà, un ouais, truc. je vois. Et moi, c'est ça que j'y manque un peu dans ma photo aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal, j'ai l'impression de rien shooter. Parce que du coup, quand je regarde l'ensemble de mon travail, je suis un peu en mode. Bon, on en parlera, ça va avec la deuxième partie de l'épisode, mais ouais, genre, je sais pas, je suis déçu. Je suis un peu en mode, vu que j'expérimente plein de trucs, et maintenant que je m'inspire des autres et que je vois ce que font les autres, je suis un peu en mode, bah, j'ai envie d'aller vers là, mais du coup, j'ai pas l'impression d'y aller. Parce que je trouve qu'il y a rien de cohérent, tu vois. Alors que si, j'ai des trucs qui reviennent, mais genre, tu sais, j'arrive pas à trouver genre le truc qui me convient vraiment, vers lequel je veux aller. Je suis un peu genre déçu, tu sais, au final. Je suis un peu en mode, ah ouais, bon, bah. Pas ouf, parce que je pense que notre exigence, au fait, plus on shoot aussi, plus notre exigence ouais. Pardon, elle est haute et c'est normal, tu vois. Oui, et on puis a après, de faire mieux. On tâtonne sur différents types de photographie, tu vois. Le portrait, la street, des paysages, des trucs d'architecture, tu vois. Tu peux balbutier à droite à gauche sur différents thèmes sans forcément t'axer sur en plus, un thème toute ta vie, ou pendant 5 ans tu te dis je vais faire que du portrait, je suis un portraitiste et tout, puis au final tu vas te priver de tester d'autres choses qui sont cool à faire, tu vois. C'est pour ça que moi, en tout cas perso, je dis pas je suis pas un photographe de rue, je suis pas un portraitiste, je suis pas un mec qui fait des photos de paysages, je suis juste un mec qui fait des photos de ce qu'il a envie, de ce qu'il fait kiffer. J'ai testé les portraits, j'ai testé les paysages, les photos de rue. J'en fais quand je veux faire un truc, tu vois. Y a pas de... En fait, faut éviter de se limiter, je pense, dans ce genre de cases. On peut vite se mettre dans une case en mode moi je vais faire que du portrait parce que voilà, j'aime bien. Je vais faire que de la street parce que ça me plaît ou parce que je me trouve bon là-dedans et tout. Et tu peux justement laisser de côté d'autres types de photographies qui sont tout aussi bien et dans lesquelles tu peux t'amuser et être bon. Totalement d'accord. En fait, quand je regarde l'ensemble de mon taf, je suis un peu en mode j'arrive pas à me mettre dans une case, mais en même temps, d'un côté, j'aime bien ce côté. C'est hyper contradictoire, mais je suis un peu en mode je kiffe en fait ne pas avoir de DA global ni de prédilection. Je suis en faire un peu de tout, je sais ce que j'aime et ce que j'aime moins, tu vois. Je fais moins de paysages, je fais pas de photos d'animaux, je fais pas, tu vois, certains trucs de mariage ou autre, mais bon, je me fais un pas de porte et tant que je m'éclate et après ça c'est ça en fait. Je finirai par trouver, j'en suis qu'au tout début, donc je finirai par trouver un peu mon fil rouge, ma DA, mon truc, mon univers, quoi. Puis ton fil rouge peut être ponctué de tel ou tel type de photographie, un coup c'est ça, un coup c'est l'autre, à partir du moment où tu prends du plaisir, ça sert à rien de s'imposer une DA, s'imposer en fait je pense que la DA d'un photographe, en tout cas à notre niveau ou même d'un photographe, c'est sa vision. C'est sa vision des choses, c'est comment il voit le monde, comment il voit ce qui l'entoure, comment il voit les gens, et ça va se traduire par des portraits, des photos de rue, des photos de paysages. Et faut pas, je pense, ne pas se limiter à une DA qui du coup va être retranscrite numériquement via Instagram ou via les réseaux en général, tu vois. Et du coup, c'est se cantonner dans un truc, pas toute sa vie, mais une partie de son temps,
et du coup louper peut-être des expériences photographiques ou des rencontres, on sait pas. C'est incroyable. Ouais, c'est bien dit, franchement, ouais. J'aime trop les podcasts parce qu'en fait, à chaque fois, moi, ça me permet d'apprendre des trucs et de remettre en question certains trucs. Et c'est vrai que ça me travaillait grave de me dire que j'ai pas de DA, tu vois. Et le fait que tu me dises ça, ça me rassure de fou. Et je me dis, mais en fait, ouais, t'as trop raison. Bah ouais. T'as trop raison. Mais en fait, notre DA, c'est juste nous-mêmes. La DA, c'est la vision. C'est la vision des choses, en fait. C'est comment tu vois le juste monde. Nous, tu ouais, vois, c'est ça. Et genre, même si ça se ressemble pas entre deux séries, c'est quand même ma vision, quoi. C'est ça. Ah, c'est trop beau. Ah là là, ça va rester. J'aime bien ça. Enfin bon, le comment ça va vraiment qui oui, part déjà, long, mais j'aime bien. C'est ça qu'on veut. C'est de la discussion. C'est comme ça chez moi. C'est tout à fait naturel. On suit nos pensées, nos interrogations. C'est trop cool. Alors, première partie. Un peu plus sérieuse. Voilà. C'est parler de ton travail au musée de la photo, parce que je trouve ça hyper intéressant. C'est rare de croiser des gens qui font ce job-là, parce que dans les musées, oui, mais dans un musée spécialisé dans la photo, surtout le vôtre, tu vois, je sais pas si tu veux parler un peu de l'histoire du musée rapidement. Ah si, je peux en parler. Ouais, un petit peu, parce que moi, je m'y connais pas du tout, j'y suis toujours pas allée. Ouais, c'est pas je bien. vais venir, j'ai mon collègue Eric qui est trop chaud, donc bah ouais, on viendra tous les deux. En plus, les expos là sont bien. Donc, cool. Ouais, est-ce que tu peux nous présenter un peu le musée rapidement ? Musée qui porte le nom de l'inventeur de la photographie, Joseph Nicéphore Niepce, qui est né à Châlons et qui a inventé la photographie à Saint-Loup-de-Varennes, juste à côté de Châlons, dans sa petite maison. Et avec la première photographie qui s'appelle Le point de vue du gras. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu l'as vu, toi, ou ceux qui nous écoutent l'ont déjà vu. Bah, je pense, mais en fait, j'ai un bouquin genre en mode classique sur l'histoire de la photo, mais je crois que... C'est une photo sur une plaque de verre avec du bitume du Judée pour sensibiliser la plaque, et c'est une pause de 10-12 heures. Bah non, c'est très flou. Tu vois un petit pigeonnier au fond, enfin bref, c'est non, je vois pas, alors. très flou, enfin bref. Donc c'est ça la première photographie. Nul, en fait. Hein, ouais, non, pas dingue. C'est un paysage raté, un peu flou. Mais voilà, donc première photographie. Après, il y a eu les Louis Daguerre et tout, Talbot. Enfin bref, je vais pas faire un récap de l'histoire de la photo. Il faut aller au musée, il faut faire les visites qui sont gratuites. Le musée qui est gratuit d'ailleurs, je le rappelle. Incroyable. Ouais, musée gratuit, visite gratuite. Du coup, ouais, donc musée de la photo créé en 72 à Châlons par le premier conservateur Paul Jay, et ensuite qui se voue non pas comme un musée de l'inventeur de la photographie, mais un musée de la photographie. C'est très important, c'est pas un musée de Nicéphore Niepce, c'est le musée de la photographie. Donc il y a du matériel d'exposé, il y a la première salle qui pose un peu des questions sur se représenter, est-ce qu'on est tous photographes, avec un compteur du nombre de photographies prises en temps réel dans le monde depuis le début de l'année, donc au smartphone et à l'appareil photo. Trop stylé. Donc voilà, donc c'est fait à base de statistiques, ouais. Putain, c'est cool, ouais. Donc ça défile, donc tu vois, là je sais plus à combien on est, mais bref, on est peut-être à 33 milliards de photos depuis le début d'année, mais bref. Et donc voilà, donc tu as une première salle d'expo permanente où ça retrace un peu, avec du matériel d'exposé, notamment l'Hasselblad qui est allé sur la Lune, qui a été donné par Hasselblad dans les années 80. Et donc ça questionne sur la photographie en général. Ensuite, à l'étage, première salle d'expo temporaire. Donc là, en ce moment, c'est sur la technique Fresson. Donc je sais pas si tu connais la technique Fresson, mais en gros, c'est une technique de tirage au charbon couleur. Fait et inventé par la famille Fresson, Savigny-sur-Orge, près de Paris. Et donc voilà. Ensuite, expo permanente sur la photographie, l'histoire de la photographie, daguerréotype, ambrotype, voilà. Toutes les techniques anciennes sont expliquées, sont exposées avec les appareils, etc. On a même le premier appareil, on a l'appareil de Niepce. On n'a pas la première photographie est au Texas. Ok, nul. Voilà, ouais, nul. Pourquoi eux ? Grave nul, parce qu'ils ont des sous peut-être, je sais pas. Ils ont acheté, comment ça a fini là-bas. Okay, moi non plus. Okay. Mais on a l'appareil de Niepce. Tu m'aurais dit Elon Musk, j'aurais été trop mort de rire, mais ok. Non, c'est au Texas, je sais plus où exactement, mais elle est exposée au Texas. Ok. Et elle est dans un vieux truc. Dans un musée, je sais pas. Ah, dans un musée. Ouais, non, dans un musée. Non, je croyais que c'était un vieux pélo, tu sais. Mais pendant longtemps, ils l'ont exposé en mode poster, je crois. Enfin bref. Ouais, ok. Il me semble qu'il y avait. C'est fou ça quand même. Ouais, non, c'est dingue. Et donc nous, on a le premier appareil photo. Donc après, il y a toute l'expo permanente. Faut venir voir, faut venir voir pour voir. Et ensuite, une très grande salle à la toute fin du parcours de la deuxième expo. Temporaire, parce qu'on fait tous les 3 mois 2 expos temporaires. Donc voilà, on tourne à 6 expos par an. Tous les 3 mois, il y a une rotation d'expos. Stylé. Voilà, beaucoup de boulot, mais faut venir voir. Et la deuxième, c'est sur Sacha Van Der Sen,
Son nom de photographe, c'est juste Sacha, photographe de mode qui a bossé pour Marie-Claire, notamment cool. beaucoup Marie-Claire, Louis Vuitton, Ok, dans ok. les années 60, 90. Oh, waouh, voilà. ça doit être trop stylé. Qui est une dame adorable. Du coup, j'ai travaillé avec elle et c'est une dame qui a 80 ans maintenant, mais qui est adorable. Cool, vraiment trop génial. bien. Ouais. Et du coup, en quoi consiste ton travail un peu au musée là-bas? Tu fais quoi exactement? Alors, le titre sur Sur ma le fiche papier. de poste, c'est assistant de conservation du patrimoine. Ok. Mais en gros, je m'occupe principalement, on va dire, du matériel. Enfin, principalement. En fait, on fait plein de choses. Mais le matériel, c'est moi qui m'en occupe avec mon collègue Christian, qui lui est là depuis plus longtemps. Mais c'est moi qui vais réceptionner notamment les dons ou les arrivages d'appareils photo. Ah, parce que tu l'as pas dit, mais vous faites aussi beaucoup de conservation. Oui, on fait beaucoup de conservation. Ouais, ça, je l'ai pas dit. On a entre 5 et 7 millions de phototypes conservés. Donc, c'est les plus grandes collections de France et d'Europe. Trop stylé. Et environ 10 000 appareils et quasi autant d'accessoires. Donc, voilà, des grosses collections. Musée et collection, ouais. Musée et collection. Lieu de conservation. Et du coup, voilà, donc pour en revenir à ce que je disais, c'est moi qui vais réceptionner tout ce qui est matériel. Quand on reçoit de dons ponctuels à l'accueil du musée, des gens viennent nous donner des photos, des appareils. Ouais, j'ai retrouvé ça chez moi, mon père, on a vidé une maison, bref. Je prends, je regarde l'état, je regarde si on l'a déjà dans les collections, je mets de côté et je garde ce qu'on n'a pas ou ce qui a de la valeur historique d'un point de vue appareil photo, tu vois. Et d'un autre côté, je me charge aussi du montage des expositions. Donc, c'est moi qui aide à monter les expositions physiquement, on va dire, accrocher au mur, aider un peu pour la scéno au dernier moment. Mais c'est pas moi qui les conçois. Je suis pas commissaire d'exposition. Pas encore. Peut-être ça arrivera un jour. Voilà, peut-être que j'en ferai une, j'espère. Hein, mais pas tout de suite, c'est encore un peu tôt. Mais voilà, donc j'aide à mettre les expositions en place, donc un peu partout, par exemple au musée, mais aussi là dernièrement au Quai de la Photo à Paris, où on expose Kate Barry. Enfin, le Quai de la Photo expose avec nous Kate Barry, qui est du coup la fille de Jane Birkin, qui était photographe, qui est décédée il y a 10 ans, je crois, 10-15 ans. Et son travail, tout son fond de photographe est conservé au musée. Donc, tout le travail de Kate Barry est au musée. Et du coup, on l'avait exposé en juin dernier. Et là, le Quai de la Photo a fait 2 expos, enfin une grande expo en 2 parties, sur le travail de Kate Barry au Quai de la Photo à Paris, vers la BNF Mitterrand, pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Mais elle se termine, là je crois qu'elle est terminée au moment où on enregistre le podcast. Et ensuite, je m'occupe de tout ce qui est conservation, entrée dans l'inventaire. Voilà, c'est un peu multicasquette. Ouais, en vrai, c'est tout. Cool. Genre là, on était beaucoup dans la réorganisation des réserves, donc on a beaucoup monté d'étagères. On a beaucoup rangé, beaucoup réarrangé, parce qu'on a libéré de l'espace pour faire de nouvelles réserves. On a déplacé nos bureaux. Du coup, il y a toute la logistique avec la régisseuse où on voit comment on va s'arranger, comment on va s'organiser pour déplacer des œuvres, pour les mettre dans la nouvelle réserve. Voilà, il y a toute cette gestion-là de régie, en fait. En parallèle, sous le couvert de la régisseuse, on bosse là-dessus, ouais. Ok. Mais c'est multicasquette. En vrai, je touche à tout. C'est cool. Moi, j'aime bien. Ouais, tant mieux. Toi, tu t'éclates. En vrai, moi, c'est cool. Il n'y a jamais un jour qui est pareil, quoi. Tu fais toujours des trucs différents. Ouais, c'est carrément ça. Hyper intéressant. Et du coup, c'est cool de t'entendre dire que tu as envie de faire démarrer un peu plus, quoi. C'est cool de... c'est aussi... Ouais, c'est parce que c'est stimulant, tu vois. Tu montes les expos, tu vois les œuvres, tu discutes avec les artistes pour quand ils sont encore en vie. Donc là, par exemple, pour la dernière expo, il y avait Sacha Van Der Sen qui est venue. J'étais allé chez elle avec mon collègue, avec le directeur des collections qui s'appelle Sylvain, qui lui, du coup, était commissaire de l'expo. Et on allait chez elle à Paris pour récupérer des œuvres qu'on allait exposer. Du coup, je suis allé, tu vois, on va chez les gens, on discute avec eux. Ouais, tu vois, c'est quand même... Tu rentres un peu dans leur intimité aussi, tu vois, tu rentres chez eux. Et du coup, elle m'a montré dans son sous-sol, c'était toutes ces archives, toutes ces boîtes de diapos. Enfin, c'est vraiment monumental. On va en parler juste après, mais ouais, c'est incroyable. Et du coup, c'est stimulant de rencontrer des artistes. Pour la deuxième expo, là, les tirages Fresson, je suis allé à l'atelier Fresson, j'ai récupéré des tirages du père Fresson qu'il avait fait, de Michel Fresson. J'ai discuté avec Jean-François, qui est l'actuel tenancier de la technique et le dernier pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de reprise familiale. Donc là, pour faire les tirages Fresson, il faut le faire dans pas longtemps, si vous voulez en faire. Allez-y, let's go, c'est le moment pub aussi. C'est une technique qui va disparaître, malheureusement. Parce que c'était transmis du grand-père au père, au fils, et voilà.
Là, il n'y a pas de fils qui va reprendre, donc la technique va... Il peut pas former d'autres gens, il veut pas ou... Non, je sais pas s'il veut pas, je peux pas dire, mais vu que Parce c'est que une c'est technique dommage. familiale. Ouais, c'est dommage, Ouais, mais... c'est juste familial, du coup, en Ouais, mode c'est hyper c'est bizarre. ça. Gatekeeping de fou, là. Oh. Ouais, non, mais c'est vrai, hein, non, mais c'est fou. Non, mais c'est bizarre, parce qu'il y a plein de procédés aujourd'hui qui avaient disparu, mais qui sont quand même... Ouais, mais je sais pas, là, je prends la photo à la chambre sur plaque de verre, Ouais, mais ça, tout le genre monde de sait comment trucs... faire. Ouais, Un tirage frisson, c'est très... genre il veut pas partager sa recette secrète, le gars, on en fait. sait comment ça marche, parce qu'en gros, le tirage frisson, c'est soit une trichromie, soit une quadrichromie. Donc en fait, il va reprendre... Faut pas être trop technique, là, tu vas perdre tout le monde, là, genre je suis déjà un peu en mode, oh my god. Bah, trichromie 3 couleurs, quadrichromie 4 couleurs. Bref, on va partir sur la Oh, le quadrichromie. Mais en vrai, du coup, Fresson, il prend en photo à la chambre, sur du coup négatif papier, ton négatif, Ok. couleur ou noir et blanc, Ouais. ou diapo, peu importe. Il le prend en photo, en noir et blanc, lui, avec un négatif papier noir et blanc. Ouais. Il prend en photo ton négatif 4 fois, avec des fils de couleurs différents. Ok. Et de là, il va retirer sur le papier les images qu'il a eues avec les 4 images qu'il a eues avec les fils différents. Il va retirer ces images-là pour ensuite en faire un tirage. Du coup, en fait, il va tirer 4 fois l'image sur le même papier. Enfin, c'est très compliqué à expliquer. Ça a l'air très compliqué, ouais. Mais c'est... Je suis un peu en mode... Vraiment, c'est génial. C'est super beau et c'est très, ouais, ça a l'air très beau à voir. Ouais, ok. C'est un rendu très pastel, très... En fait, tu peux tirer une photo moche en technique Fresson, elle sera belle. Ok. Voilà. En Ça fait, donne envie. c'est une technique qui embellit les photos, vraiment. Ouais, ça a l'air chiant à faire, mais... C'est très tricky, je pense. Bah, J'ai surtout jamais si, vu. si personne le fait à part lui-même. c'est ça, Donc, au bout ouais. d'un moment... Putain, faut lui dire de se mettre sur YouTube, je sais pas, c'est trop dommage de se dire qu'un truc va disparaître. Ouais, c'est ça. Il a quel âge le gars là? Faut le réveiller un peu Il là. va partir en retraite dans quelques Ah, temps. c'est trop dommage. Ouais. Faut le forcer un peu pour qu'il fasse sa recette secrète là. Attends. Je lui ai demandé. Hein. Il a dit quoi? Non? Je sais plus. Ouais, non, il m'a dit. Je sais plus. Genre il va mourir avec la recette secrète quoi. Peut-être. C'est trop bizarre. Who knows? Non, mais qui sait? Bizarre. Je sais pas. Okay. Peut-être qu'au dernier moment, il va former quelqu'un. En vrai, je sais rien. Je peux pas. Ok, bah allez-y les gars. Bah, mais c'est vrai que niveau pour ceux qui aiment bien la technique photo et aussi la technique argentique, connaître la technique Fresson et éventuellement se faire tirer. Bon, c'est un petit coup, hein. Oui, j'imagine, ouais. Une centaine d'euros le tirage. En vrai, non, ça va. Ouais. Mais franchement, pour ceux qui aiment bien l'argentique, qui aiment bien les tirages, qui sont un peu attirés par ce côté technique-là, franchement, c'est à faire. À faire ou à connaître. On mettra un lien, du je site. sais pas, si ouais, y a du un site, truc comme ça. Si tu veux. Pour que les gens aillent voir. C'est l'atelier Fresson à Savigny-sur-Orge. Voilà. Super intéressant. Et du coup, comment rapidement t'en es arrivé à faire ce job-là pour les personnes que ça peut intéresser? Après, j'imagine que dans le milieu de la photo musée, je pense que du coup, en termes de job, c'est quand même assez limité. Quoi. Enfin, c'est quand même hyper rare parce qu'il n'y a pas 1 milliard de musées en France. Musée photo, il y en a 2. Mais du coup, comment t'es arrivé à... Musée photographie en France, il y en a 2. Il y a Bièvre et il y a nous. Sauf que Bièvre, c'est quasiment que du matériel. C'est que de l'appareil photo. C'est que du matériel. Et en musée, en institution muséale qui fait de la conservation et qui expose, il y a nous. Après, il y a Lausanne. Lausanne, ouais, le Photo Élysée à Lausanne. Mais en France, il n'y a que nous. Après, il y a d'autres institutions qui exposent de la photographie. La BNF conserve aussi des tirages, mais ils conservent que des tirages. Alors que nous, on conserve négatif, plaque de verre, matériel, tirage, planche contact, tout. Vraiment tout. Et du coup, comment je suis venu à arriver à ce travail-là, moi, j'ai fait mes études à Lyon, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure en intro, j'ai fait des études d'histoire. Rien à voir. Mais j'aimais bien la photo, mais j'en faisais pas trop non plus, tu vois. Donc j'ai fait mes études d'histoire à Lyon, licence, master de recherche pour le kiff. Et je me dis, il va peut-être falloir trouver un boulot, tu vois. Parce que bon, master de recherche, je me voyais pas aller en thèse et tout, un peu chiant. Et je trouve un master là à Lyon, à l'ENSIB, c'est l'école nationale supérieure des sciences de l'information des bibliothèques. Ouais, c'est à côté de mon taf. Ouais, voilà. Et donc j'étais à l'ENSIB, et du coup c'était un master conservation, patrimoine écrit et iconographique. Donc là, toi, je me dis iconographique, image, photo. Pas mal. Sauf que la plupart des gens, le master était tourné de telle manière à ce que tu termines en bibliothèque, tu vois. Ouais. Et moi, flemme. Enfin, j'avais pas envie. Du coup, je l'ai un peu tourné à ma sauce. J'ai réussi à choper un stage au musée Niepce pour la fin de ma 2e année. Et de fil en aiguille, c'est super bien passé. Le directeur des collections,
on voulait m'embaucher carrément. Et du coup, j'ai dit, bah ouais, let's go, hein, je suis chaud, je veux continuer à bosser là, quoi, je m'amuse trop, trop c'est cool. trop bien. Du coup, il y a eu un petit temps entre la fin du stage et le moment où j'ai été embauché, parce que voilà, administration, tout ça, Je connais bien. on connaît. Je connais très bien. Donc, j'ai été embauché au 5 définitivement, en CDD évidemment, parce que voilà. Ouais, je connais, t'inquiète. Team 5 contractuel. janvier, ouais, 5 janvier 2023. Donc là, ça fait un peu plus d'1 an Ok. que je suis en contrat, mais en comptant le stage, ça fait Ok. Ouais. 1 an et demi, 2 ans que je suis dans la Cool. dans la boîte, quoi. Trop bien. Ouais. Ok, bah merci beaucoup pour la petite explication. C'est toujours intéressant de savoir. J'ai un peu divagué avant, mais Non, mais je trouve ça ouais. hyper cool de parler de tout ça. C'est trop bien de. Ouais, ça change un peu parce que moi, la partie genre vraiment histoire de la photo, culture photo, enfin, j'en ai pas. Toujours appris sur le tas. Et du coup, c'est toujours cool de découvrir plein d'autres choses et de parler avec des passionnés. Enfin, on est tous passionnés. À chaque fois que les gens viennent, ils sont toujours passionnés. Mais là, on est toujours passionné par la là, photo. l'argentique, on est au level de max de la geekitude. C'est trop bien. Je trouve ça hyper intéressant. Et encore, je suis pas le plus nerd, le plus geek, ni le plus pointu. Après, il y en a qui sont geeks sur un truc. Tu ouais, vois, voilà, tu peux être geek ça. sur tel truc de. Ouais, non, mais c'est ça. C'est Après, moi, j'ai pas la science infuse et j'ai encore plein de trucs à apprendre, évidemment. Mais... Et justement, tu fais la transition parfaite. Ah, wow, génial. Qu'est-ce que ça t'apprend on en a déjà un petit peu parlé, mais du coup, le fait de. Tu bosses dans un environnement qui est aussi ta passion, du coup, et tu l'as dit, tu découvres un milliard de trucs. Tous les jours, ouais. Tout le temps. Qu'est-ce que. Du coup, c'est hyper large de te demander qu'est-ce que ça t'apprend, mais genre en mode. Ouais, qu'est-ce que ça peut t'apporter Qu'est-ce que ça t'apprend? C'est trop large, j'avoue. C'est impossible de répondre à ça, je pense. Mais du coup, qu'est-ce que toi, ça t'apporte au final dans ton quotidien, dans ta pratique, autre que juste la connaissance du milieu? Ça m'apporte. Ouais, mais... en vrai, ça me permet d'être en contact avec le milieu de la photo, du coup, les institutions photographiques en France, à l'étranger, parce que voilà, on peut être amené à bosser avec la BNF, avec le Quai de la Photo par exemple, ou d'autres institutions pour des expos ou des prêts d'œuvres, enfin bref, tout un tas de choses. Puis ça me permet aussi d'être en contact avec des photographes, tu vois, des acteurs du coup du milieu de la photographie, les gens qu'on expose, les gens avec qui on travaille, parce qu'il y a des artistes en résidence aussi qui viennent chez nous, qui travaillent du coup soit avec nous des fois, le service des collections, ou principalement avec le labo. Et du coup, ça me permet de découvrir plein de monde, enfin plein de visions de la photographie différentes, parce que la majeure partie du temps, quand on expose sur les dernières expos, sur les expos que j'ai faites, auxquelles j'ai participé, j'ai rencontré les photographes à chaque fois, tu vois. Et du coup, ça me permet de discuter avec eux, leur vécu, comment ils faisaient. Et du coup, en fait, j'ai la chance de pouvoir m'octroyer cette curiosité-là et de demander aux gens, tu vois, qui ont fait la photographie, qui ont fait de la photographie leur métier, et des gens qui ont été bons dans ce qu'ils ont fait, tu vois. Par exemple, je prends l'exemple de Sacha, femme, photographe dans les années 60-80, c'est pas... c'est et fou. qui est reconnue de ouf dans son travail à l'époque pour bosser pour les marques, pour la mode en général, tu vois. Et du coup, je l'ai questionné de ouf. Toi, tu faisais comment et tout, tu vois. On exposait dans des vitrines, on expose ses carnets. Parce que du coup, elle prenait des petits polaroids sur les scènes la veille du shoot et tout. Elle me disait, mais là, moi, je faisais ça, on faisait ci. Avec mon assistant, on était organisé comme ça et tout. Moi, j'utilisais cet appareil. J'aimais pas trop et tout. Enfin, tu vois, c'est plein de petits trucs que je prends. En fait, ça te permet de vivre plein de choses que tu n'aurais jamais vécues au final, quoi. C'est ça qui est hyper intéressant. Et ça me permet aussi de rencontrer des photographes avec une vision totalement différente de la photographie, parce que du coup, je peux prendre l'exemple de l'exposition qui était avant Sacha dans la même salle, c'était Baptiste Rabichon, qui est beaucoup plus jeune, parce que Baptiste, il a 30-35, il est assez jeune, et sauf que lui, c'est vraiment un nerd de la photo, c'est vraiment un nerd de la photo argentique, parce que il fait, en fait, ça va être très dur à expliquer, faut le voir. Donc vous regardez, lien, de toute façon. Vous tapez Baptiste Rabichon sur internet, vous allez trouver vous allez tomber sur l'expo, je mets tous les liens de tous les gens qu'on cite de toute façon. Et en fait, lui, c'est du coup de l'argentique en tirage, mais par exemple, je saurais même plus comment expliquer, mais genre il a tiré avec la lumière de son téléphone. Du coup, des trucs hyper pointus dans la technique de tirage, tu vois. Des trucs auxquels j'aurais même pas pensé. Et il n'y a pas de numérique. Et quand tu vois ces images, tu te dis, waouh, chaud quand même. Et j'en ai parlé, il y avait Anthony et Pauline qui étaient là le jour du vernissage, et on a discuté avec Baptiste
de technique pendant 10-15 minutes et tout, et c'était super bien. Donc il y a cet échange-là, ça m'apporte en fait cet échange-là avec les photographes, et tu t'apprends en fait, t'écoutes, tu poses des questions, t'apprends, c'est Et cool. du coup, est-ce que tout ça, ça impacte ta photo directement? Parce que du coup, si t'avais pas tout ça, du coup, t'en serais pas aujourd'hui là, comme ça, dans ta photo, ou peut-être ça aurait pris beaucoup plus de temps. Ouais, peut-être ça aurait pris. En fait, c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Ça aurait peut-être pris plus de temps, mais c'est sûr que ça m'influence parce que de la photo, j'en vois tous les jours, par quantité, par camion. Tu vois, enfin, on a entre 5 et 7 millions de photos au musée, tu vois, on en reçoit tous les jours quasi. Et du coup, j'en vois, je discute avec les photographes. Donc, ouais, c'est sûr que ça m'a influencé ou ça m'influence sur la vision que j'ai de la photo et sur ma pratique. D'où, enfin, ce que je disais tout à l'heure avec ma volonté de documenter mon quotidien, c'est au fur et à mesure d'avoir vu des photographes, et des photographies de photographes dans le fond du musée, de ce qu'on conserve, qui ont fait ça, toi, qui ont un peu documenté leur quotidien, qui faisaient beaucoup de photos, de tout. Et bah, du coup, je me suis dit, ah ouais, là, j'aimerais bien faire pareil parce que je trouve ça important. Même si c'est basique ce que je prends en photo, mais ça n'a pas grand intérêt, au moins je le prends en photo, puis peut-être dans 30 ans, je me dirais, ah ouais, putain, ma vie à 30 ans, c'était ça, j'habitais là, j'avais mon petit chat, mon petit appart, et mon trajet au taf, c'était ça, tu vois. Après, c'est vachement personnel, du coup. Parce que je le fais aussi pour moi. C'est une partie de la photo aussi, il faut pas l'oublier que... Pour moi, il y a plusieurs aspects de la photographie, mais il y a aussi une grosse partie qui est pour toi et pour documenter sa vie, qui est la partie de la photo un peu genre... Comment dire ça, lambda en fait, parce qu'il y a une pratique artistique, mais une pratique du quotidien où en fait c'est capturer un instant de vie, un moment, un souvenir. Enfin, c'est une partie à part entière de la photo. Et oui, elle est pas intéressante pour les autres, mais elle est intéressante pour nous. Elle est aussi importante. C'est pas parce qu'on est un artiste qu'on doit se priver de cette partie-là aussi. On le fait beaucoup plus avec nos smartphones par exemple qu'avec notre argentique. Et c'est aussi intéressant et important de faire les deux. Et c'est grave cool parce que je pense que dans ton job, du coup, ça te permet de voir plein de choses, plein de procédés, plein de techniques, et ça peut te donner des idées, des envies. Après, comment tu le vis par rapport à à la comparaison ou à la copie. Tu sais, tu te dis, est-ce que t'es pas trop influencé par un photographe en se disant, ok, j'aime trop telle série, tel mood ou telle technique, genre du coup j'ai envie de faire la même chose. Est-ce que tu te sens pas un peu en mode je vais le copier, est-ce que t'es juste inspiré pour faire un peu comme eux, ou est-ce que des fois tu te dis ah mince non je veux pas faire ça parce que je vais le copier, ou je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais souvent avec les réseaux c'est un peu ça aussi. Tu vois, genre là je pense à un photographe que je kiffe qui s'appelle Linus, qui fait des vidéos sur YouTube. Genre il est grave connu pour faire de la photo studio avec plein de lumière, des projecteurs et tout, et je suis obnubilé par ça en ce moment, et je suis un peu en mode ah ben j'aimerais trop essayer, mais en même temps d'un côté je me dis ah merde j'ai peur de trop le copier, tu vois, au final. Donc est-ce que toi ça te fait pas ça en voyant autant de procédés techniques d'artistes? J'essaye justement de pas copier. J'essaie juste de m'inspirer, mais c'est vrai que la comparaison est vite. La limite, elle est où, là, tu vois. Genre, où elle est la limite entre l'inspiration et la copie? Ça, c'est une vaste question. C'est vrai que c'est dur à. Je te laisse comme ça, allez, démerde-toi, allez. Non, c'est dur à poser la limite, mais en plus je voulais partir sur un autre truc là. Pardon, mais du coup, non, mais tu me mets la limite entre la. Je pense qu'il n'y a pas forcément de réponse. Hein. Non, il n'y a pas forcément de réponse. Je pense que tout le monde y trouvera son compte en fonction de ce qu'il a envie de faire et de comment il voit aussi son art. Tu vois, tu peux montrer à quelqu'un 2 photos faites par 2 photographes différents qui sont assez similaires. Il y en a qui vont dire c'est du plagiat, il y en a qui vont dire c'est de l'inspiration. Donc je pense que c'est une question de point de vue. Après, il y a du plagiat évident. Ça, il y a des choses qui sont plagiées. Après, il y a de l'inspiration. Moi, j'ai déjà fait des photos où je m'inspirais de ce que j'ai pu voir. Et c'est aussi une forme de rendre hommage, on va dire, tu vois, de faire un hommage à tel ou tel photographe que j'apprécie, tel ou tel style de photographie que j'apprécie. Et eux-mêmes le faisaient. Il y a plein de... Moi, je prends l'exemple de Denis Roche, qui est un photographe qui est décédé maintenant, mais pour lequel on a tout le fond photographique au musée. Et lui, ses photos, c'était, on va dire, des photos souvenirs, mais tournées à l'artistique parce qu'il prenait beaucoup de photos pendant les voyages qu'il faisait avec sa compagne et des photos de sa compagne. Donc nu, enfin voilà, bref, plein de photos. Et il y a une photo de lui où c'est un hommage à, alors je n'ai plus le nom de l'artiste, mais c'est hommage à. Et tu vois, où est la limite entre le plagiat et l'hommage, tu vois.
Donc je pense que c'est plutôt une forme d'hommage, ce que j'essaye de faire quand ça se rapproche beaucoup de ce que j'ai pu voir. Mais sinon, j'essaie de tirer justement l'inspiration de ce que je vois. Mais justement, ce qui est compliqué, c'est que je vois beaucoup de photos. Bah oui, c'est ça. Je vois beaucoup de très bonnes photos. C'est ce que j'allais poser comme question aussi. Après, et tu te dis, merde, jamais j'arriverai à faire des trucs aussi beaux, des trucs aussi inspirés, des trucs aussi réfléchis, tu vois, la maîtrise de la lumière, etc. Et c'est vrai qu'il y a un moment où je m'étais dit, putain, à quoi bon ? À quoi bon continuer à faire de la photo si c'est pour rester sur un truc moyen, pas ouf, pas satisfait, alors que tous les jours j'en prends plein la gueule en regardant dans 3-4 boîtes dans les réserves. Ça va avec la question de la comparaison et ça fait penser à ça. J'ai oublié de le noter, ça vient de me refaire titre. On m'avait dit la même sur Insta, quelqu'un m'avait envoyé un message et on avait un peu parlé de ça, de comparaison en mode on parlait de l'expo d'Elliot Erwitt qui est à Lyon. À la Sucrière. Ouais, et il me disait oh là là, je me suis senti, c'était trop bien, mais je me suis senti trop mal parce que comme tu dis, je vais jamais. Il me disait ouais, j'ai peur de jamais réussir à aller jusque là. Il est trop bon, on n'y arrivera jamais à être aussi bon. Et tu vois, pour moi, ce genre d'artiste là. Tu vois, j'ai même pas une seconde, je pense à me comparer à ces personnes qui ont 40 ans de carrière ou plus, qui ont vécu à des époques totalement différentes, dans des endroits totalement différents. Pour moi, j'arrive pas à me comparer à eux parce que notre situation, elle est incomparable. Donc du coup, je me sens pas moins bonne en mode « Ah, je vais jamais réussir ». Parce que oui, on va jamais faire ce qu'ils ont fait parce ils ont 50 ans d'avance sur nous, tu vois. Genre. Mais du coup, s'il faut, nous, dans 50 ans, des gens, ils verront notre taf et ils penseront un peu la même chose, tu vois. Donc j'arrive à relativiser quand c'est des gens giga connus. Et j'ai giga connu, mais en plus beaucoup plus vieux. Et je me compare plus avec des artistes contemporains, en fait. C'est là où je vais avoir plus de mal. Parce que je me dis, ah bah eux, ils sont dans mon époque. Ils ont le même âge ou un peu plus que moi, mais à peu près les mêmes années d'expérience. Et ils font ça et ils arrivent à faire comme ça. Et moi, j'y arrive pas, tu vois. Mais j'imagine qu'en plus, dans le milieu artistique, quand tu, par définition, entre gros guillemets, c'est des bonnes photos, tu te dis, bah moi j'y arriverai jamais à faire ça. Mais je trouve que justement, ça te motive et ça ouvre ton œil à dire ok, je vais tendre vers ce truc là, mais je comprends que en voir trop, ça doit être frustrant au final, quoi. Comme si tu passais 15 heures sur Instagram à filer, à scroller, voir des images. Après c'est pas la même consommation parce que là quand je dis je regarde des photos, c'est genre j'ai le tirage entre les mains, tu vois, ou j'ai la planche contact, donc j'ai la matérialité de l'objet entre les mains et c'est une consommation qui est différente qu'on peut avoir sur Instagram. Mais ça revient au même dans le sens en termes de quantité. Beaucoup, 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 beaucoup. Et du coup, ouais, c'est dur de se dire... Après, on a beaucoup de références sur des photographes qui ont vécu genre il y a 30, 40 ans. Erwitt, comme tu disais, toi, Depardon, Doisneau qui a photographié Paris, Cartier-Bresson, pareil. Et moi, j'ai acheté l'ouvrage de Robert Frank, là, les Américains, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Il n'y a pas beaucoup de photos dans l'ouvrage, il y en a peut-être 80, je crois. Mais tu te dis, waouh, le mec était bon, quoi. Le mec était bon, il photographiait des trucs de fou, mais pas à la même époque. Pas la même société, pas les mêmes, pas la même esthétique et tout. Donc je pense qu'il y a une part de nostalgie, nostalgie d'une époque qu'on n'a jamais connue. Oui. Mais attiré par le truc, ah ouais, putain, ça change de notre quotidien à nous. Oui, c'est ça. Donc il y a l'esthétique qui n'est pas ce qu'on voit tous les jours et tu te dis, waouh. Je pense que ça, c'est influence de ouf. J'aimerais bien photographier le bus qu'il a photographié en 53, tu vois, et c'est pas possible. Ouais. Mais je pense que nous, peut-être qu'on aura ce truc-là, et tu le disais très bien tout à l'heure, on fait des séries qui aujourd'hui, on pense que ça n'a pas grand intérêt, mais s'il faut, dans 20 ans, on va revenir dessus. Et on me le dit souvent quand je suis en dep, là, je te parlais, j'ai fait 25 pellicules et je les trouve tout nuls. Et c'est vrai que s'il faut, je vais revenir dessus dans 10 ans et je vais me dire, ok, en fait, non, c'est intéressant parce que ça témoigne de tel truc, de telle époque. Et vu que nous, on vit maintenant et on voit tout maintenant tout de suite, on trouve ça nul. Ouais. Alors que s'il faut, dans 20 ans, ça serait intéressant. C'est comme pareil, on voit des images d'archives de Lyon dans les années, je sais pas, il y a 50 ans, tu vois. Enfin, attends, non. Peut-être si, oui, ça existait la photo il y a 50 ans, il y a 40 ans. Oui, ça a bientôt 200 ans la photo là. Tu vois des vieilles images de Lyon, mais genre en mode ça peut même mettre des années 2000, tu vois, où t'as un vieux parking sur une place. Le mec a fait la photo, il s'est pas dit je vais faire une photo d'art de fou. Mais en fait, c'est hyper intéressant de le voir parce que du coup, ça témoigne d'une époque de quelque chose qui n'existe plus, tu vois. La photo a vertu de documentation. Et du coup, heureusement que le frérot, il a pris la photo de ce parking-là parce qu'au final, il n'existe plus. Du coup, c'est trop marrant de voir la comparaison de la place. Je sais pas, c'est pareil pour la place des terreaux, tu vois. Elle a tellement bougé 50 milliards de fois. Ouais. C'est cool de voir une photo d'il y a 30 ans et de se dire, le mec, il a fait une photo de random de la place. Aujourd'hui, je fais une photo random de la place des terreaux, c'est nul.
Mais en fait, dans 40 ans, elle sera intéressante. Peut-être qu'il y aura des voitures volantes et tout. Bah on sait pas. S'il faut, il y aura plus rien du tout. Il y aura un trou parce que Lyon aura disparu. C'est justement la vertu, enfin pas la vertu, mais l'utilité de la photographie, c'est du coup figer des moments qu'on peut du coup comparer avec un futur qu'on connaîtra pas, enfin que du coup les générations futures compareront avec leur société dans lesquelles ils vivent, mais que nous on va pas connaître. Et c'est du coup voilà s'inscrire dans l'histoire d'un lieu en fait, sans prétention aucune, mais tu fais des photos d'un lieu, tu documentes Lyon, tu documentes ta vie, tu documentes où tu passes, et ces photos-là, elles auront un intérêt. Forcément dans quelques années, 30, 40 ans, elles auront un intérêt. Elles auront un intérêt notamment d'archives, un intérêt historique, parce que tu vas témoigner d'une époque qui, bah, du coup, le quartier aura changé, la ville aura changé, la société aura peut-être bougé, tu vois. Donc il y aura une portée historique qui sera toujours intéressante pour les générations futures. C'est comme moi, du coup, j'ai mon regard un peu de formation d'historien qui vient là, parce que pour mon mémoire, j'ai bossé sur le service d'ambulance des pompiers de Lyon. Et du coup, j'ai eu accès à énormément d'archives et je cherchais des photos. Je voulais des photos, je voulais voir les gens. Je voulais voir les gens dont je parlais, tu vois, les ambulances tractées par les chevaux, tu vois. Je voulais voir les chevaux, je voulais voir les mecs, je voulais voir leur tête, tu vois. Je voulais avoir affaire à des hommes et pas juste du texte sur des archives écrites, tu vois. Et heureusement, là, on est dans une période depuis 30 ans où il y a plein de photos, tu vois. Donc là, tu veux documenter, tu veux parler d'un truc dans les années 90, voilà, tu vas trouver des photos, tu vois. Alors qu'au début du XXe siècle, un peu moins. Parce que ça n'avait pas forcément la même utilité et la photographie n'était pas accessible à tous, tu vois. Là, tout le monde fait des photos avec son smartphone. Tu te balades dans Lyon ou même ailleurs, il y a plein de gens avec on en parlait tout à l'heure, il y a plein de gens qui font de la photo, avec des appareils ou pas, hein, mais les photos, elles seront tôt ou tard consultées par quelqu'un. Ou elles serviront pour quelque chose. C'est sûr. Sauf si elles restent dans ta cave jusqu'à ce que tu meurs. Après, tu fais une Viviane Meyer et puis voilà. Voilà. Mais bon. Non, voilà, oui, tiens, en parlant de Viviane Meyer, c'est intéressant parce que elle faisait juste des photos, elle. Ouais. Elle s'en foutait. Ouais. Elle documentait son quotidien avec ses enfants, enfin avec les enfants qu'elle gardait. Et après, je crois que c'était dans les années 2010 ou 2014, ça a été découvert. Mais elle, quand elle faisait ses photos, c'était juste pour son kiff, pour se faire des souvenirs. Et tu vois, plus tard, c'est transformé en art. Qui te dit que toi, moi ou d'autres personnes, ça sera pas le cas. Après, il faut le vouloir. Moi, j'ai pas, je vise pas l'exposition, je vise pas l'édition d'un livre. On verra. Toi, j'ai des gens qui me demandent tu fais toujours de la photo et tout, bientôt l'expo, bientôt l'expo et tout. Je fais attends, ça fait trop de pression. Non, même pas, ça fait 5 ans que je fais de la photo, laisse-moi faire de la photo quoi. Ouais, c'est clair. Là, j'ai rien à raconter. Est-ce que tu penses que du coup les réseaux sociaux ça nous aide pas dans ce truc-là? Est-ce que ça rajoute pas une pression, tu sais de résultats à forcément produire quelque chose de ce qu'on fait alors qu'on veut shooter que pour nous Enfin, je suis la première à le dire tu sais faut faire pour nous, et après d'un côté on va en parler justement, ça fait un peu la transition parfaite avec une autre des interrogations que j'avais. C'est un peu en mode on a envie de partager aux autres, de montrer, on a envie d'être un peu d'être un peu plus connu, de présenter son taf, parce que d'un côté c'est dommage de shooter, de faire des trucs qu'on kiffe mais pas le partager, tu vois. On a ce truc de toujours plus, de voir les autres le faire, donc on se dit pourquoi pas nous, tu vois, genre c'est un peu je sais pas où je vais, mais j'y vais. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Mais justement, c'est le souci d'Instagram, on va dire, parce que Twitter, je trouve que c'est un mode de consommation différent de la photographie. Enfin, quoique, en vrai, non, c'est toujours, je trouve ça un peu pareil. Mais du coup, tu te bases sur toutes les photos que des gens, que tu vois, mais j'arrive pas à parler, mais t'as du mal, généralement les gens ont du mal à avoir un recul sur leur travail vis-à-vis de celui des autres. Et il y aura toujours, après ça je pense c'est humain, mais ce désir de comparaison, tu vois, de dire cette photo-là qu'un tel a fait, j'aurais voulu la faire. Ouais. Et tu te dis, du coup je regarde mes photos et tu te dis, elles sont pas aussi bien, la colo elle est pas aussi bien, l'expo elle est pas aussi bien, là il y a un jeu de lumière et d'ombre, moi j'arriverais pas à faire ça, tu vois. Et c'est pas bon. Parce que
on se met pas... En fait, je pense qu'on se protège pas. On se met tout de suite, pas dans l'adversité, mais dans la comparaison. Et à se dire, ah, lui, il a fait ça, putain, faut que je fasse mieux. Ou pareil, tu vois. Faut que ma prochaine pellicule, que des bonnes photos, tu vois. Et je pense que c'est un peu se tirer une balle dans le pied, parce que du coup, à vouloir être trop productif, et même trop qualitatif dans la production, justement, bah, je pense que tu perds un peu en efficacité. Parce que tu te focuses que sur ton résultat final, et tu regardes pas l'ensemble de l'environnement où t'es, tu vois. Puis ton résultat, puis en plus pour le but de le publier sur les réseaux, tu vois. Ouais, et au final, la démarche, c'est hyper contradictoire et c'est hyper dur parce que du coup, on a envie de faire pour nous, mais en même temps, on a envie de le partager aux autres pour qu'ils puissent voir notre évolution. Puis pour moi, une partie de la photo. En fait, on a parlé de plein de types de photos. Au final, tout se regroupe. Mais c'est un peu en mode, moi, une grosse partie de la photo, c'est de le partager aux autres. Montrer mon regard, ma vision de la vie à d'autres gens. Puis les belles photos qu'on fait, surtout. Oui, aussi. Voilà, c'est ça. Hein. Mais on a toujours envie, je pense, avec le côté de réseau, que plus de monde le voit, que plus de gens l'apprécient. Et ça fait le lien entre, justement, on m'a posé la question récemment, en mode, est-ce que tu connais des photographes connus qui font que de l'argentique français, mais tu sais, genre un peu contemporain? Parce qu'aujourd'hui, on en a cité plusieurs tout à l'heure, mais c'est des gens qui ont, voilà, des personnes déjà assez âgées ou même déjà décédées. Ouais. Et je suis un peu en mode, je me suis stoppé, je me suis dit, aujourd'hui, je connais pas. Après, j'ai une culture photo qui est vraiment nulle. Et du coup, je me suis dit, mais je connais pas de photographe argentique, parce qu'on parle d'argentique, mais genre connu aujourd'hui, autre que des gens sur les réseaux sociaux, en fait. Genre, je connais que des photographes artistes / influenceurs / créateurs de contenu. Après, dans mon entourage, on follow un peu quand même pas mal de gens en commun. On a plein d'amis qui font de la photo, qui font des bonnes photos, mais qui sont pas genre connus comme certains. On va pas citer de personnes, mais voilà, je pense que les gens vont finir par reconnaître d'autres gens. Mais voilà, et je me, tu sais, à me poser la question, et je me suis dit, pour moi aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans un hybride où en fait, pour être un peu connu, du coup dans le milieu de la photo, si on sort du schéma traditionnel qui est quand même très fermé, on en parlait tout à l'heure, c'est pas vraiment que des galeries, mais du milieu artistique pur, d'exposition, galeries, musées, machin, nanana, en fait, il faut le milieu artistique de base, on est obligé de passer par les réseaux pour être un peu connu. D'un côté, c'est bien parce que du coup, ça permet à tout le monde de pouvoir montrer son travail et d'être un peu connu. Parce que si on passe par les schémas traditionnels, en fait, qui est très élitiste, s'il faut, on pourrait jamais percer entre gros guillemets. Mais je sais pas, il y a un truc un peu flou d'à côté, pour être connu sur les réseaux sociaux, il faut aujourd'hui, parce qu'avant c'était différent Instagram, aujourd'hui il faut faire de la vidéo, il faut faire du machin, il faut savoir faire de la communication, parce que du coup il faut savoir se vendre et tout. Et en plus il y a eu un débat sur Twitter sur ça il y a pas longtemps en plus. En mode, je suis passé à côté. T'es obligé d'être un bon communicant pour en plus te savoir te vendre, et du coup ça devient relou. Tu peux pas être juste je crois que c'est un artiste Petit Biscuit, je crois, qui fait de la musique, qui disait que justement lui il veut juste faire du son. Genre il veut pas travailler tout ce truc là. Il a déjà une bonne notoriété lui. Mais il était un peu en mode, ça me saoule de devoir faire des vidéos, des machins, des bidules, alors que je veux juste faire du son, tu vois. Et c'est pareil pour nous en fait, on veut juste faire de la photo. Mais en même temps, si on veut percer et avancer un peu plus et avoir plus de projets, plus de rencontres et tout, on est obligé de travailler aussi notre com et notre réseau pour arriver à d'autres opportunités, tu vois. C'est même en fait se plier à l'algorithme d'Instagram, tu vois. En fait, moi j'avais un pote là avec qui j'étais en coloc à Lyon. Il faisait de la photo, maintenant il en fait un peu moins. Mais il avait passé un certain temps à essayer de comprendre l'algorithme d'Instagram, comment ça fonctionne et tout, pour être mieux, pour être plus visible, etc. Et il y a tout un travail qui est loin de la photographie et de l'image en elle-même et de la qualité de ton taf, qui du coup va te permettre d'être mis en avant au-delà de la qualité réelle de ton travail, tu vois. Et ça, c'est un truc... en vrai, moi, ça me fait chier, quoi. Excuse-moi, mais ça nous fait tout chier, moi, je partage... Après... je partage mes photos parce que ça me fait plaisir. Les gens la voient, ok. Les gens la voient pas, tant pis. Et s'ils apprécient, tu vois, tant mieux. Mais se battre pour être vu, pour être visible, et par tous, en tout cas par le maximum de personnes, moi, franchement, ça me saoule. Et c'est en plus, j'en discutais avec Ben sur Twitter, avec Benjamin. Les stories qui font un coup tu fais 150 vues, un coup tu fais 300 vues, et ça marche que quand tu mets ta belle gueule. Voilà.
Et c'est les stories où tu mets un truc de merde, enfin en tout cas qui est pas lié à la photo, qui font plus de vues, et quand tu repostes, ta publication, bah, ça fait 90 vues, 150. C'est rageant, mais moi je pense que je commence à réussir à tout doucement à me détacher de tout ça. Genre, déjà j'ai supprimé toutes les notifications de mon téléphone. Ah oui, bah ça c'est cool. Moi ça fait 10 ans que c'est comme ça. Hein. Et du coup j'ai plus les notifs d'Instagram, à liker votre photo. Moi j'ai que les messages. Ah ouais, genre j'ai rien, j'ai pas les notifs de like et tout, c'est fini ça. Et du coup après donc j'ai fait ça, après j'ai enlevé le nombre de comptes de likes sous les publications et tout. Et puis j'ai arrêté de regarder où est-ce que ça a été à quelle heure c'est le plus c'est le plus worst de poster de toute façon ta photo. Insta il est défoncé maintenant, hein, donc le délire des heures ça a plus aucun sens. Ouais. Et bref, du coup j'essaye de me délaisser, de m'éloigner de tout ça et juste de poster mes photos. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas. En vrai c'est comme, je pense que j'ai souvent cette discussion, mais je suis un peu en mode, en vrai ça dépend juste de ton objectif personnel. En fait il y a des gens qui ont envie d'être un peu plus connus et même de lier en fait le délire de l'artiste à ce délire de créateur de contenu, à ce délire d'influenceur aussi. Nous aujourd'hui on veut pas forcément vivre de notre photo, donc en fait on fait juste notre truc, on s'éclate et tant mieux. Mais il y en a qui sont un peu obligés de communiquer aussi pour savoir se vendre, pour après trouver des clients au final. Ils veulent en faire leur métier, tu vois. Ou ils en font leur métier déjà, et nous on n'a pas ce combat là en plus, tu vois, parce qu'eux ils doivent se battre pour être visibles. Et je pense que du coup, pour revenir au tout début de la conversation, c'était connu sur les réseaux sociaux et connu dans la vraie vie, dans la vraie vie entre guillemets, mais dans le circuit traditionnel, on va dire. Je pense que c'est deux notoriétés différentes. Enfin, on en parlait déjà tout à l'heure avant d'enregistrer. Et moi je pense que c'est deux notoriétés différentes, parce que c'est très rare, sauf dans le milieu très fermé du parisianisme capital, dans le cercle très fermé de l'intérieur du périphérique, des gens qui sont connus sur les réseaux sociaux vont très rarement être exposés. Ou alors et tant mieux pour eux s'ils sont exposés. Moi je pose pas de jugement, mais des gens connus sur les réseaux sociaux vont faire des expos, super bien, mais ça sera des petites expos où ça va être rare, tu vois. Ou ça va faire comme c'est les Argenticos, ils faisaient ça dans leur appart. Ça c'était génial, tu vois. Moi ça m'avait fait trop kiffer. Ou toi, c'est des trucs un peu pas underground, mais un peu artisanaux comme ça. Et ça c'est cool. Mais Pauline l'a fait aussi. Pauline l'a fait, pour ça. Je pense que je vais peut-être le faire pour mon anniversaire. Voilà. Petit teasing. Et tu vois, il y a des circuits un peu artisanaux comme ça. Après il y a le parisianisme, l'entre-soi parisien, on va dire, de l'artistique, réseaux sociaux, photographes, qui mine de rien, tout le monde se connaît, tout le monde traîne un peu ensemble, et ça reflète le monde de la photographie en général, ou le monde de l'art, très fermé, très un peu guéguerre entre soi de temps en temps, voilà. Mais il y a le reste des photographes qui sont dans le circuit traditionnel et que moi je côtoie avec le travail, qui sont reconnus par leurs pairs, par tous les autres photographes, par les institutions, et qui vont exposer, dans les musées, qui vont exposer à la BNF, tu vois. Par exemple, tu prends la BNF, avait lancé après le Covid, je crois, donc en 2021, ce qui s'appelle la grande commande pour la photographie. C'est 200 photographes, et pour être sélectionné, fallait avoir une publication dans des journaux récentes, tu vois, assez récentes. Et je suis sûr que dans les 200 photographes, tu prends la liste, tu regardes sur leur Instagram, s'il y en a un avec plus de 2000 abonnés, c'est que c'est la lune, tu vois. Sauf que eux, tu vois, j'allais dire, c'est des vrais, entre guillemets, entre très gros guillemets, très gros guillemets, parce qu'attention, ça peut me tomber dessus, des vrais photographes. Parce que c'est détaché des réseaux sociaux. Et eux, ils sont dans le circuit, ils sont dans les collectifs. Par exemple, je pense au collectif Tendance Floue. Tu vois, ça doit pas te parler, mais tu vois, t'as Olivier Kuhlmann, t'as Bertrand Meunier qu'on a exposé il y a pas longtemps, qui lui en bosse qu'en argentique et en noir et blanc. Et du coup, voilà, c'est des collectifs, peut-être des galeries de temps en temps, mais les galeries, ça sert pas. C'est pas les galeries, c'est pour que le photographe remplisse son frigo à la fin du mois, tu vois. Donc voilà. Enfin, je pense que c'est deux mondes différents. Un monde plus récent qui reflète la société d'aujourd'hui, qui est du coup le monde des réseaux sociaux, parce que c'est la façon de poster, partager, publier ses œuvres la plus facile et la plus accessible. Et t'as le circuit plus traditionnel, où là, je pense que c'est encore plus dur de rentrer dedans, de se faire un nom,
comme dans tous les milieux artistiques, et de se dire, vas-y, je vais devenir photographe, je vais faire des expos... je vais faire des expos à droite à gauche et je vais être connu dans le réseau, je vais rentrer dans des collectifs et tout. Et tu penses pas qu'aujourd'hui, ça serait une bonne chose en fait que les deux mondes se retrouvent un peu au final, non? Enfin, ça serait cool d'arriver à un entre-deux bien, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense en fait, après les gens n'ont pas forcément conscience, mais c'est pas un clivage, mais enfin, c'est un clivage inconscient, je pense, entre le monde numérique, enfin le monde digital et le monde réel, on va dire, du circuit traditionnel. Mais ça, on n'en a pas conscience. Parce qu'aujourd'hui, je suis moi, là, à mon niveau, j'ai envie d'exposer plus, d'être un peu plus... de rentrer dans ce monde traditionnel de la photo artistique, tu vois. Comment je fais? Alors là, non mais c'est dur. Hein. Non, mais en vrai, je pense beaucoup, pas que... Enfin, moi, j'en sais rien. Peut-être c'est beaucoup de... En vrai, je pense que c'est beaucoup de réseautage. Ouais. C'est du réseau. C'est rentrer dans un galerie, monde que je réseau, veux pas rentrer. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est beaucoup de boulot. Hein. Franchement, être photographe aujourd'hui, et même avant, c'était plus facile, je pense. Parce que proportionnellement, peut-être qu'il y en avait moins. J'en sais rien, mais aujourd'hui, il y a énormément de photographes. Tant mieux. C'est bien. Ça fait vivre l'art et c'est génial. Mais du coup, il y a plus d'offres, plus de personnes qui font de l'art et du coup, c'est dur de, tu vois, sortir du lot. Je pense qu'en photo, c'est aussi un art qui est plus difficile que les autres, tu vois. Parce que les perceptions et les regards sur ta photographie, ils peuvent être radicalement différents, en fait. Et puis tout le monde en fait. Tout le monde en fait via les smartphones, tu vois. Exactement. À un niveau complètement différent. Alors qu'une peinture, tu vois, la technique, elle peut être totalement différente. Même du cinéma. Ouais. Tu vois, tu vas pas faire un court-métrage tous les 4 matins non plus. Alors que des photos, même avec ton téléphone, t'en fais tous les jours, quoi. Après, il faut arriver à faire une bonne photo. Et c'est un truc que j'ai mis grave du temps à comprendre. Une bonne et que photo, je racontais tout le temps aussi. C'était en mode, moi, je m'étais pas mis à donf dans la photo plus tôt parce que j'étais persuadé que tout le monde pouvait faire de la photo. Et c'est que depuis que je m'y mets un peu plus sérieusement que je me dis, mais non, tout le monde peut faire de la photo, mais pas tout le monde peut faire une bonne photo. Mais qu'est-ce qu'une bonne photo? Et c'est là où c'est subjectif. Mais en fait, quand je rencontre des gens, tu sais, un peu... Parce qu'en fait, après, quand t'es dans un milieu très photo, au final, toi, c'est ton job aussi. Mais moi, mon entourage, c'est que des gens qui font de la photo. Enfin, voilà, je vis pour la photo en dehors de mon taf, quoi. Et du coup, quand t'es dans un milieu où c'est tout le monde qui fait comme toi, c'est dur de se dire, ok, ma photo, elle peut être bien, tu vois. T'as toujours ce truc de comparaison. Et après, quand tu vas discuter avec des moldus, comme je l'appelle, t'es un peu en mode, tu sais, tu montres un peu ce que tu fais et on va te dire, mais en fait, tu te rends pas compte que c'est hyper stylé. Mais c'est ça, en fait. Pour le commun des mortels, tu vois. Parce que nous, on baigne dans un milieu de photo, tu vois. En fait, c'est baigner dans un milieu spécialisé. Enfin, en tout cas, quand tu traînes avec des spécialistes de ce que tu fais, c'est dur d'avoir un avis neutre. Enfin, pas neutre, mais extérieur. Parce que les attentes de ces gens-là, elles vont être aussi hautes que les tiennes. Parce qu'ils le font tous les jours, parce que c'est leur métier ou parce que c'est leur passion, bref. Mais c'est vrai que quand tu montres des photographies à X ou Y dans la rue, ou de ta famille ou de tes amis qui sont pas forcément dans la photo, là, c'est là où tu peux avoir des vrais avis. Enfin, des vrais avis. Des avis lambda, du grand public. Tu vois. Et ça peut, du coup, te rassurer de temps en temps. Dire, ah ouais, je suis un bon photographe, je suis une bonne photographe. Ouais, après, je dis pas ça, mais je me dis, ok, il y a un truc de genre... ouais, je fais pas juste des photos en mode random qui sont ok. Tu vois. C'est genre en mode, ouais, il y a un regard, il y a un truc différent et je vois des choses que les autres ne voient pas. Et après, même en termes juste de technique de composition. Tu vois, genre juste inconsciemment, mes photos, elles sont composées... plus ou moins ok selon les règles de la photo traditionnelle, alors que n'importe qui d'autre, tu leur fais en téléphone, le cadrage, il est complètement foiré, tu vois, juste sans citer des grandes règles, tu vois, mais juste des trucs de base, la photo, elle ressemble à rien, alors qu'on me donne un téléphone, en 2 secondes à côté, on voit la différence, tu vois. Ouais, mais c'est drôle parce que mes potes me font la remarque des fois, ils me demandent tout le temps de prendre des photos avec le téléphone et ils me disent, ah ouais, ça se voit que tu fais de la photo. C'est pas le médium qui fait le photographe. Ouais. Non, c'est pas le médium qui fait le photographe. Bah, tu vois... pour parler de ça, moi les premières photos que j'ai faites, mon premier souvenir de photo, c'était en CM1, un voyage à Paris avec un appareil photo jetable. Après, j'en ai pas refait. J'étais plus dans la vidéo, moi je prenais des vidéos, bref. Et là, ce qui m'a relancé dans la photo, c'est 2 jetables, mon voyage à Berlin avec mon ex en 2018. Et j'ai fait des super photos. Enfin, 3 photos sur les 2 jetables. Honnête. Mais tu vois, et c'est là où je me suis dit, ah ouais, je peux faire des belles photos avec une petite crotte d'appareil photo jetable, tu vois. Et c'est là où c'est le médium qui... Enfin, c'est pas le photographe, c'est pas le médium qui fait le photographe.
Donc, ouais, en fait, tu peux faire des bonnes photos avec n'importe quel matériel. Oui. Donc, pas besoin. Après, du coup, on va peut-être enchaîner, enfin, peut-être du coup discuter du matériel. Allez. Mais, Interlude matériel, ouais. avant d'enchaîner sur la deuxième partie. Ouais, Vas-y. j'adore le matériel. Mais toi, on en discutait juste avant où il y a cette culpabilité de se dire ah, j'achète des appareils photo à X euros et j'aime pas mes photos et mes photos, je les trouve moyennes et tout. Mais il y a aussi ce kiff de se dire j'ai du bon matos. Et c'est agréable de bosser avec du bon matos. Après, Tu vois moi, disclaimer, à prendre avec des pincettes aussi, tu vois. Parce que tu te dis, j'ai du bon matos, donc du coup, ça va peut-être aider ma photo. Non. Non. Pour moi, c'est genre, déjà, quand t'es dans le milieu de l'argentique et tout, c'est la passion, toi, en plus, dans ton travail, c'est juste la passion de... C'est l'objet. Ouais, l'objet, de collectionner, Ouais. d'avoir et tout, machin. Donc, je peux comprendre la volonté qu'on en ait plusieurs et tout, même pas forcément pour s'en servir, mais juste pour l'objet et la collection. Après, l'argentique, c'est tellement vaste, il y a tellement de procédés différents et des formats différents que c'est juste... Moi, aujourd'hui, chacun des appareils que j'ai, c'est pour répondre à un type de photo et à un besoin en particulier. Vu que je fais pas qu'un seul type de photo, je fais pas que de la street, bah du coup, il me faut d'autres types de boîtiers parce que je fais d'autres choses. Tu pourrais faire de la street avec ton moyen format. Ouais, bah il pèse trop lourd, il me fait un peu chier. Mais mon moyen format, c'est vraiment pour le portrait que je vais le faire. Ouais. Parce que du coup, j'aime le temps que ça prend, la qualité et tout machin. Le réflexe 35 mm que j'ai, c'est un peu plus voilà l'entre-deux parce que j'ai toutes les optiques dessus. J'ai un zoom, j'ai un 35 mm, j'ai un 50 mm. Je m'en sers pour le portrait, pour le shoot un peu corpo, machin, mode et tout, parce que du coup, il est polyvalent, c'est 35 mm et tout. Et j'ai mon télémétrique que je me prends partout pour la street, tu vois. Ouais, et j'ai un point and shoot pour le délire du quotidien, photo non prise de tête, que j'ai dans mon sac pour le voilà, télémétrique potes, aussi, ça peut être pour le quotidien, tu vois. Ah mais oui, de ouf. C'est trop bien. Mais c'est juste que du coup, quand je vais au taf, je prends pas tout le temps mon télémétrique Ouais. à 1800 balles autour de moi. Ouais. J'ai mon compact dans mon sac et je Oui, me ça prends va pas très la bien. tête, tu vois. Non, mais t'as raison. Alors que oui, mon télémétrique maintenant, c'est mon Buds, il est tout le temps avec moi. Mais c'est juste que des fois, ouais, moi, quand je vais au taf, je l'ai pas tous les jours avec moi, alors que moi, je change. Le compact, il est là, puis c'est pas la même expérience, tu vois. Non, genre, bah non. je suis trop, enfin, vu que je viens de l'avoir mon approche. compact, je suis un peu en mode vas-y, je vais prendre n'importe quoi, tu vois, c'est rigolo. Alors qu'avec le témétrique, je suis plus en mode ok, je vais faire comme ça, tu vois, en mode je me prends plus au sérieux des fois sur des trucs, en mode ok, je shoot avec le Minolta, le CLE, donc je vais faire ça et tout. Mais voilà, pour moi, chaque appareil répond à un besoin. Je suis pas en mode ultra collectionneuse, donc j'en ai pas 3 milliards non plus. Et après, je me dis, bah voilà, il va me manquer ça parce que j'ai envie de faire ça. J'aimerais avoir un compact qui va dans l'eau. Tu vois, genre, c'est le truc qui me manque un petit peu. J'aimerais avoir un moyen format plus léger pour pouvoir me le trimballer aussi un peu partout pour faire de la photo autre que du portrait avec. Tu vois, mais je suis pas en mode, ouais. Enfin, je te disais ça tout à l'heure parce que oui, effectivement, mon CLE, il m'a coûté un peu d'argent et tout, et il est connu pour... Enfin voilà, avec les optiques que j'ai dessus, c'est un peu en mode la qualité, elle est insane. Et du coup, j'étais un peu en panique de me dire, ma photo, elle est pas à la hauteur du matériel que j'ai, mais au final, c'est une passion comme une autre. Et je me dis, ouais, voilà, j'ai investi dans ma passion, dans ce matériel-là, parce que ça me fait kiffer, et ça va me durer un temps. J'ai eu l'opportunité de l'avoir à un moment donné, et je me suis dit, si je le prends pas maintenant, je le prendrai pas plus tard, quoi. Le CLE, on n'en trouve pas tout sur le bon coin tous les jours. C'était Zatax qui me l'a vendu, c'était maintenant, voilà, je l'ai acheté, c'était le boîtier de mes rêves, j'ai eu la chance de pouvoir l'acquérir maintenant et je sais que je vais le garder pendant très longtemps, quoi. Genre en mode, voilà, c'est mon compagnon et il va me suivre dans ma photo et j'ai de la chance de pouvoir être super bien équipé. Mais c'est pas pour autant que je suis super bien équipé que je vais faire de bonnes photos, tu vois. Mais non, mais justement, ça permet aussi aux gens qui commencent ou qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des appareils photo à des centaines d'euros, tu vois, de se dire, ils peuvent faire de la bonne photo avec un Zénith, quoi, tu vois. Un Zénith, un Helios 44.2 et puis basta. Tu peux faire de la photo avec un appareil à 30 balles trouvé en brocante, s'il fonctionne. Mais voilà, s'il fonctionne bien et que tu as un appareil à 30 balles, l'appareil photo ne fait pas la qualité de la photo. Après, tu as les optiques qui font, ça contribue. Ça contribue. Et j'en parle à chaque fois aussi, ça peut juste que t'aider à aller vers où tu veux aller. C'est comme il y a les coureurs, il y a différentes gammes de chaussures. C'est parfait. Ouais, il y a différentes gammes de chaussures. Les peintres, il y a différentes gammes de pinceaux. Enfin, partout dans chaque... Quand tu peux mettre un peu d'argent dans ta pratique, dans la pratique de ta passion pour avoir un peu de confort ou juste par fétichisme, parce que moi j'adore les appareils photo, j'adore le matos, tu vois. Et non, un petit Canon P là qui est posé sur la table, mais tu vois, c'est un petit kiff. Toi, j'ai pas eu de télémétrique, c'est mon premier. Je me suis dit, oui, non, mais ça va en gamme de prix. C'est en fait quand tu parles de ça, je pense à la marque Leica, tu vois, direct pour les prix et pour, tu vois.
Ah non, j'ai pas 2500 € à mettre là. Mais peut-être un jour. Mais Leica, faut être un peu plus vieux, je pense. Ouais, c'est ça. C'est pas le public. On n'est pas le public visé là. Exactement pour l'instant. Mais voilà, le matériel n'a pas d'importance sur la photo en elle-même, mais a surtout de l'importance pour soi, personnellement. Et pour se sentir à l'aise dans sa pratique aussi. Exactement, juste kiffer en fait. Ça sert à rien de faire de la photo avec un appareil photo qui te fait chier parce qu'il n'est pas ergonomique et que tu as payé 20 balles, alors que tu peux mettre un peu plus et en avoir un qui te plaît, vraiment qui te correspond, quoi. Dans l'argentique, tu as tellement de trucs à faire qu'il faut juste trouver le bon. Moi, je sais que j'ai été frustré pendant grave longtemps quand j'ai pas eu de télémétrique en fait. Genre, j'avais un problème sur l'autre, j'ai dû reprendre le réflexe et tout. J'étais juste, frustré de. Qu'est-ce qui te frustrait du coup Je sais pas, le réflexe pour la street, c'est pas pour moi quoi. C'est genre en mode non. Genre, c'est. Moi maintenant, je suis du télémétrique depuis un moment et en street, c'était un chiant. Enfin, voilà, du coup, en faisant au télémétrique aussi, j'ai du mal à passer sur le réflexe. Même si ça me dérange pas pour trop. La street. Après, pour la street, après, ça fait longtemps que j'ai pas repris le XD7 pour autre. Mais vu que je suis tout le temps au CLE là, depuis le début de l'année, ça va me faire bizarre. Mais j'aime bien le côté mise au point sur le réflexe qui est complètement différente du télémétrique. Quoi. Mais du coup, j'avais du mal. Quoi. C'est un coup à prendre. Quand même. Beaucoup de photos floues, moi, au début. Mais... Avec le télémétrique ouais. Ok. Enfin, pas net. Ok, moi non, je crois que ça va. C'est surtout de galéré. près. Moi, genre en mode les distances. Là, avec le 28 mm, j'ai du mal à me rendre compte des distances et j'ai un peu foiré quand j'étais un peu trop près. Tu sais, tu veux trop te rapprocher parce que t'es au 28 et au final, bah non, frérot, genre t'es trop. Après, tu recadres, mais bon, c'est pas grave. Mais en fait, la map, elle est quand même dégueu. La map est loupée, elle est pas sur l'objet, donc après, t'es juste en mode bon, bah j'ai niqué 10 photos, c'est pas grave, écoute. Ça fait partie du jeu. Hein. C'est ça, exactement. Du coup, j'ai pas du tout de transition pour aller vers la deuxième partie. Pas cette fois. Ça arrive, bah voilà, c'est ça la transition. J'avais envie de discuter avec toi de ce sujet-là parce que on en parle un peu régulièrement sur les réseaux sociaux. Ça nous est arrivé d'en parler et moi je trouve ça hyper important. C'est ce que j'essaye de faire avec le podcast, d'être super honnête sur ces problématiques-là et de... c'est ce que je fais un peu avec la question que je pose au début à mes invités. J'ai même fait récemment une vidéo en collaboration avec Street Photo France. Mes copains, trop cool, j'adore leur concept. Et justement... big up. Big up. Quand ils m'ont proposé de faire une vidéo avec eux et de faire un portrait sur moi, j'avais envie de parler en fait un peu de ça, de santé mentale et d'anxiété, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi et j'avais pas envie de faire un portrait un peu classique de genre tout va trop bien dans ma life, la photo c'est trop tout rose et c'est trop cool et voilà ce que je fais. Parce que ils sont venus à Lyon pour ça et moi aujourd'hui un des problèmes que j'ai, c'est la photographie dans mon environnement à Lyon quoi, dans ma propre ville, c'est quand même super dur je trouve ça plus dur moi de photographier sa ville, surtout un environnement dans lequel tu vis au quotidien. Du coup, c'était hyper important pour moi de parler de ce sujet de l'anxiété qui me travaille depuis quelques années maintenant et qui me pourrait un petit peu la vie dans plein d'aspects et qui influence aussi beaucoup ma photo. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est mon instant promo. Allez voir la vidéo, mais voilà, dans la vidéo, c'est un petit portrait de moi dans mon quotidien. C'est ma journée typique en fait d'un dimanche classique à Lyon avec moi. Et du coup, on me suit dans la journée et je parle en gros en fait à mon anxiété qui m'impacte et il n'y a pas que ça qui m'empêche de déclencher dans la rue. Mais ça m'aide pas dans mon quotidien à déclencher et à aller plus loin. Et je pense que mon anxiété, là, elle se traduit par... elle m'empêche de déclencher parce que je suis trop dans la pensée de qu'est-ce qui peut se passer. On en parlait avec Tristan aussi, c'est vraiment apprendre à... L'anticipation. Bah non, mais c'est surtout se sentir légitime de photographier la rue. Il y a ce côté-là de légitimité que je suis en train de travailler, mais c'est surtout ton anxiété, t'es un peu en mode en fait il faut regarder la vidéo parce que du coup je l'ai expliqué un petit peu, c'est un peu en mode ce truc de ta petite voix qui te répète toujours les mêmes choses dans ta tête de genre maintenant pas ça, pas ci parce que ça va être nul et fais pas ci, t'as un trop bon matos. Dernièrement c'était ça, c'est pour ça qu'on parlait matos, c'était en mode t'as un trop bon matos, pourquoi tu tu vois, genre en mode pas ton matériel, tu mérites pas ton matériel, t'es sorti 1 heure et t'as rien réussi à prendre en photo et tout machin nanana. Et du coup, en plus de ça, ça se traduit physiquement, donc t'as moins la motive de sortir et de faire des choses. Et moi, c'était genre en mode, t'es vite essoufflé, tu peux pas marcher 5 km sans que tu sois dead. Genre, et après, c'est dur d'être concentré quand t'es fatigué et quand t'es en plus pas bien, t'as l'impression que tout le monde le voit et t'as l'impression d'être encore moins discret dans la rue, quoi. T'as l'impression d'être seul aussi. Et c'est hyper dur de se motiver et de faire de la photo, quoi. Et c'est comme ça que ça m'impacte aujourd'hui.
ça m'impacte dans ma vie au quotidien et ça impacte, je pense, beaucoup ma photo, et c'est un cercle un peu... Parce que la photo fait partie de ton quotidien aussi. Ouais, et donc, c'est hyper lié, vicieux ouais. parce que du coup, quand je fais pas de photos, bah, je vais me sentir un peu mal parce que j'ai pas fait de photos. Et voilà, et je trouve ça important d'en parler parce que j'ai l'impression qu'on est un peu tous... Enfin, pas tous, mais sur les réseaux, là, sur Twitter, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est un peu tous Touché par ça. touchés par ça, à se remettre en question tout le temps et à le vivre différemment. Et du coup, je trouvais ça cool de pouvoir avoir ton avis aussi sur la question. Toi, en tant que grand anxieux. Ouais, voilà, comment ça se passe, comment tu le vis. On en parlait un peu, le rapport avec les réseaux sociaux tout à l'heure. Ça fait un peu le lien avec ça aujourd'hui. Et en plus, ton travail, toi aujourd'hui, qu'à se passe-t-il Bah, là, en ce moment, ça va, mais j'ai quand même eu des grosses périodes d'anxiété, crise d'angoisse. C'est surtout venu après le Covid, en fait. Après le confinement. Ouais, j'ai l'impression que ça nous a pas aidé. Ouais. Et ben, c'était déjà sous-jacent chez moi, je pense, avant, mais ça a vraiment explosé avec le Covid et tout, avec le confinement au déconfinement. Et ça se traduisait par... je foutais les pieds dehors, je sortais de mon immeuble, j'avais l'impression de mourir et tout. Enfin, c'était horrible, tu vois, oppression. Et je comprenais pas au début ce qui se passait. Enfin, bref, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qui se passait dans ma tête et dans mon corps. Et j'avais l'impression d'être seul. Parce que je me disais, mais putain, mais les gens dehors, ils sont heureux de sortir. Et moi, je suis là, je suis en train de souffrir et tout. Parce que je suis dehors et c'est pas normal et tout. Et tu te dis, putain, mais je suis tout seul dans ce merdier. Et bref. Et c'est vrai que du coup, bah, ça impacte la photo, enfin en tout cas ma pratique de la photo, parce que ça joue sur ma motivation. Et moi, quand je suis anxieux, quand j'ai des périodes d'anxiété et d'angoisse, je suis genre amorphe, tu vois, genre je suis sur mon canapé, j'ai envie de rien, j'ai pas de motivation, et du coup, bah, pas de motivation, pas de sortie photo. Et du coup, tu t'en veux de pas sortir et pas de faire photo au final? Bah ouais, parce que je me dis, ça me ferait du bien. Tu vois, je me dis, ah, c'est con de pas être sorti, parce que ça me ferait du bien, ça me ferait penser à autre chose et tout. Et puis même, genre, pas la motivation de dev les pellicules, pas la motivation de foutre les mains dans les chimies, faire les bains, les températures, nanana. Tu vois, donc du coup, bah, les photos que t'as faites, que t'as pas développées, bah, ça traîne. Après, il faut les scanner. T'es là, je ferai ça plus ouais, tard. en plus, ça te rajoute du taf, et du coup, t'es un peu en mode, ok, j'ai trop de trucs, et tu te dis, je vais jamais réussir à tout faire. C'est ça. Et l'été dernier, moi, j'ai craqué au taf, j'ai chialé, j'étais pas bien, j'en ai parlé avec mes collègues et tout, avant de partir en vacances. Parce que voilà, c'était vraiment un gros. Il y avait une grosse période où c'était trop. Voilà, trop. Pour plein de raisons différentes. Et du coup, j'ai craqué. Et je suis parti en vacances une semaine avec mes potes en Italie. Ça m'a fait du bien. Mais rebelote, en revenant à Chalon, c'est revenu. Sensation qui te prend dans le ventre et tout. Ça te réveille dès le matin. Ça te prend, enfin bref, ça te coupe l'appétit. Pas bien du tout. Et là, j'ai voulu du coup prendre les choses en main. J'en ai parlé à mon médecin et voilà, j'ai décidé de prendre des antidépresseurs. Et ça m'a aidé beaucoup, en parallèle d'une psychothérapie. Et ça m'aide beaucoup. Et du coup, ça me détend bien. Et je pense qu'il n'y a pas que ça aussi. Hein, mais au début, ça m'a bien aidé parce que c'était, je pense, une situation d'urgence. Et là, du coup, au niveau de la photo, no stress, quoi. Non, je suis bien. En plus, j'ai repris confiance en moi depuis quelques temps. Donc, tu vois, s'imposer aux gens dans la rue en les prenant en photo, pas de problème. Puis, tu vois, je suis pas, je suis pas un frigo, tu vois, je suis pas large comme un frigo, je suis pas une armoire à glace, mais je suis un mec d'1m85. Les gens dans la rue, toi, je les flash, ils me disent rien. Non, mais alors que moi, j'ai ma collègue au boulot qui fait de la photo aussi, elle me dit, toi, c'est une femme plus petite que moi, elle me dit, ah, moi, j'ai peur et tout. Ouais, mais moi aussi. Hein, ouais, je pense que toi, c'est pareil, tu vois. Alors que bon, moi, du coup, je joue un peu de, entre guillemets, ce privilège-là que la société m'octroie, qui est d'être un homme et dans l'espace public. Donc voilà, j'ai pas trop de difficultés à prendre des photos. Avant, plus, mais parce que je commençais, tu vois. J'étais au 28 mm, pas trop loin, pas trop proche des gens et tout. Dur, hein. Je faisais des grands angles et tout dans la rue. Je prenais un mec là, comme ça. Bon, mes photos étaient pas dingues, mais... Puis après aussi, je me suis mis à la muscu. J'ai pris 25 kilos. Donc voilà. J'ai plus la carrure que j'avais quand j'ai commencé à faire la photo. Donc si tu veux m'embrouiller, embrouille-moi et on discutera, il n'y a pas de problème. Mais j'ai aussi cette confiance en moi qui est là, je peux faire face aux gens. Si on me dit, ah, tu m'as pris en photo et tout, machin, on va discuter et je serai pas timide, tout, j'ai fait quelque chose de mal et tout. Et tu vois, en parlant de ça, ce qui est drôle, et je l'avais posté sur Twitter, j'ai pris en photo un mec en allant au boulot, justement. Et ce mec-là m'a écrit sur Instagram.
Parce que du coup, oui, je me souviens, ça il a retrouvé mon Insta via le biril d'un pote qu'on a en commun et tout. Et du coup, il m'a dit après, Chalon, c'est un village, quoi. Donc, bon, attention, non, attention. Non, mais Lyon, c'est un village. Alors, j'imagine Chalon, c'est encore plus petit. T'imagines la difficulté pour faire de la street dans une ville où il n'y a pas grand monde dans les rues. Bah, bref. Et du coup, il m'écrit tu m'as pris en photo et tout, machin, trop bien, j'adore. Enfin, j'aime bien le concept et tout. Toi, c'est trop bien, vraiment trop bien. Et quand je faisais des photos au flash sur le marché le dimanche matin et tout, il y avait des vendeurs de fleurs et tout. Je peux flasher les fleurs et tout, machin. Du coup, on discute, tu fais quoi comme photo? Voilà, je teste des trucs au flash. Tu vois, ça amène à des situations cool, tu vois. Ouais, mais est-ce que tu arrives à cette situation quand t'es genre bien? Parce que si t'étais en mode anxieux, t'y arriverais pas. Bah, je serais même pas dans la rue en train de faire des photos, tu vois. Parce que moi, j'arrive à sortir, mais genre en mode. Toi, t'es bloqué au niveau du déclenchement. Genre même quand je suis pas anxieuse, tu vois. Genre. Après, c'est parce que mon environnement, et après, je suis une femme dans l'espace public aussi, voilà, c'est compliqué. Mais aussi, genre en mode, c'est genre en mode ce rapport aux gens de genre. Même si je sais ce que je fais, après, bah oui, il faut engager un contact et du coup, il faut être assez open. Éventuellement engager le contact, discuter, même s'il n'y a pas d'agression ou quoi, c'est genre en mode il faut quand même de l'énergie pour et engager de la confiance en soi, tu vois, d'être confiant dans ce que tu fais. Et quand t'es tout seul, c'est plus difficile que quand t'es à deux. Moi, je sais que je suis beaucoup plus à l'aise dans l'espace quand je suis quelqu'un à côté. C'est con, mais c'est genre, je sais pas, un truc de réassurance et tout, alors que solo, j'aurais été pas forcément comme ça, tu vois. Et puis en plus, je suis une femme dans la rue, donc c'est un peu plus compliqué. Puis en plus, surtout quand je me maquille comme ça aussi, la discrétion, elle n'existe pas, quoi. Mais ouais, justement, la question, c'est du coup, c'est un peu l'anxiété, ça peut nous impacter négativement, mais je pense que ça peut aussi peut-être nous pousser à faire. Être créatif. Créatif aussi. Souvent, il y a des artistes qui disent que quand ils sont pas bien, justement, ils sont plus inspirés pour je suis pas faire trop des dans choses. Le discours d'artiste torturé. Non, mais c'est même pas artiste torturé, mais je peux concevoir que quand t'as des émotions qui sont fortes, t'as un message plus fort à faire passer et que du coup, c'est libérateur pour toi d'arriver à créer. Et je trouve que les gens qui arrivent à faire ça, c'est trop cool. Tu sais, ils extériorisent pas par les mots, mais par autre chose. Par leur art, par l'écriture, par la photo, par le dessin, par la peinture. C'est vrai. Et je trouve ça très fort et j'aimerais beaucoup arriver à le faire aussi. Et c'est ce que j'essaie. Peut-être pour ça qu'en ce moment, j'ai fait plus d'autoportraits pour, tu vois, documenter ma solitude. C'est un truc aujourd'hui, ça me dérange de ouf. Et c'est ce que je voulais aussi un peu montrer dans la vidéo. Et encore, j'en parle pas, mais je voulais le montrer un peu. Et on se rend pas compte, mais je suis très seule dans ma vie, en fait. Et ça me pose des problèmes, beaucoup de problèmes. Que j'en discute pas trop, mais ça me dérange beaucoup. Et du coup, je trouve ça intéressant aussi d'essayer de le documenter. Et par mes autoportraits, ça me conforte dans ce truc-là. Et c'est une période de ma vie qui me fait pas kiffer, mais en même temps, je me dis ça peut être intéressant de la documenter comme ça. Et après, sur le moment, je fais mon truc, puis je me sens des fois mieux, des fois pas forcément mieux. Mais je me dis, au moins, je me suis motivée à faire quelque chose. Et je me suis motivée à faire un truc qui me fait kiffer, tu vois. C'est ma passion au final. Peu importe le résultat, moi je suis contente de l'avoir tenté. Et je peux comprendre qu'il y ait des gens, et je trouve ça trop cool qu'il y ait des gens qui arrivent à prendre tous leurs sentiments, leur anxiété, leur tristesse et autres pour en faire quelque chose et qu'en plus le résultat il est cool, tu vois. Ouais, ça c'est une force. Sans se la jouer artiste torturé, mon dieu, nanana. Mais ça c'est une force. Mais tu vois, genre, moi, vu que je suis toujours un peu dans la documentation de mon quotidien, je sais que je me suis pris en photo, ou j'ai pris des photos, ou genre je me suis pris en photo dans un reflet de miroir, dans une vitrine, ou à des moments où je sais que là, j'étais pas bien. Quand je revois les photos, toi, je me dis, là, ça commençait à baisser en termes de morale et tout. Donc, c'est des petits marqueurs temporels comme ça que je me garde en photo, ou sans pour autant être dans l'autoportrait et tout comme toi, parce que je pense que, je suis pas j'arrive à faire des autoportraits, mais je vois pas pour moi ce qui ça pourrait me faire de bien, tu vois, de genre d'extérioriser comme ça, de marquer des choses via les autoportraits. Mais du coup, c'est juste des petits marqueurs temporels où là, tu vois, je m'en souviens encore, quand je revois la photo, je me dis, ah ouais, là, je commençais à être pas trop bien, alors que 2 semaines avant, les autres photos, là, j'étais bien. Mais ouais, c'est comme ça. Là, ça m'impacte moins, donc je suis content. Mais c'est vrai que des fois, la solitude aussi. Hein. Moi, j'ai mon petit chat à la maison et puis c'est tout. Après, j'ai les amis, j'ai la famille et tout, ça va bien, mais ouais, c'est dur. Enfin, c'est dur de utiliser ces problèmes, donc du coup, là, ses anxiétés, enfin, ses angoisses, son anxiété, ou même sa dépression de manière très globale, parce que j'ai été touché par ça,
à des fins artistiques, enfin en tout cas à des fins photographiques, tu vois. Je trouve ça très dur. Moi, je sais pas si j'y arriverais justement à tourner ça en art. Ouais. Mais est-ce que tu te dis pas que en faire ça peut t'aider au final, oui, je pense. sans forcément produire des trucs de fou ou arriver à le représenter, mais se dire en fait vu que c'est notre passion, peut-être que ça peut nous aider aussi carrément. À aller mieux, à penser à autre chose. Mais il y a ce côté motivation, tu vois, qui revient tout le temps. Ah oui, mais il faut avoir aussi la force de dire je m'y mets quoi. Faut se tirer du lit, faut se tirer du canapé quoi. Ouais. Donc c'est en vrai c'est. Puis après tu t'en veux. Moi en tout cas je sais que je suis comme ça, je peux m'en vouloir en fait aussi. Soit pas à réussir, soit avec le résultat il soit pas ouf, tu vois, alors que j'aurais pu faire mieux et c'est genre en mode un petit cercle. Et après par contre à l'inverse quand j'y arrive je suis trop contente parce que je me dis ok j'ai vaincu mon anxiété pour faire ce truc là t'es fière là. Et je suis encore plus fière et en fait du coup les autres ils le voient pas parce qu'ils voient que le résultat de l'image, tu vois. Et t'es un peu en mode voilà je suis partie à Lausanne cet été, j'allais grave bien, j'y suis allée toute seule, j'ai réussi à casser plein de trucs, déconstruire plein de trucs et tout, et en fait les gens ils vont être là en mode la meuf elle a juste fait des photos comme ça, tu vois, et genre en mode ils voient pas tout ce qu'il y a derrière et ils se disent juste. C'est pour ça que je dis que la photo c'est un art qui est hyper dur parce que c'est hyper subjectif et c'est rattaché à l'expérience du photographe aussi. J'étais sur ce bateau, du coup j'ai pris le bateau solo, j'ai pas payé, donc en plus j'étais en mode si je me fais choper, genre j'ai pas payé ma place, je prends des gens, j'étais à 10 cm d'eux et tout, machin nanana, et je suis trop contente j'étais en stress mais en même temps l'expérience c'était trop bien et je suis sortie de là, j'étais trop excitée et les photos je les trouve trop cool parce que j'ai réussi enfin à faire un peu des trucs qui me parlaient comme je voulais et je me suis bousculée et j'ai réussi à le faire et je me dis ok maintenant je suis capable et je peux le faire aussi, tu vois. Donc il y a ce truc de genre ton anxiété elle te parle, elle te bloque mais en même temps elle me motive aussi et je suis encore plus fière de moi parce que j'aurais pas été comme ça, je me serais dit c'est juste des photos comme ça, tu vois. Et en fait non, je les trouve encore plus intéressantes parce qu'en plus j'allais pas bien. Parce que oui, il y a tout le background derrière de la photo, du moment. Non mais après il y a que toi qui peux le connaître, ceux avec qui t'en as parlé. Mais justement, ça rejoint le fait que tu fais de la photo aussi pour. On fait de la photo pour soi, avant tout. C'est pas. Tu vois, les autres, moi je fais pas de la photo pour les autres. Je fais des photos des autres dans la rue, mais je fais pas de la photo pour les gens sur Insta. Je m'en branle quoi. Les photos que je fais, c'est pour moi. Hein. Donc, voilà. Mais pour dire, parler de vos angoisses, parler de vos problèmes. C'est la question que j'allais poser sur comment on fait pour essayer d'aller mieux, gérer tout ça. Sortez, voyez vos amis, votre famille, parlez, consultez une psy, parlez-en à votre médecin, restez pas enfermés. Moi, j'allais dire ne minimisez pas. Non, jamais. Parce qu'on se dit, moi c'était souvent comme ça, c'est genre en mode, pourquoi moi, enfin j'ai tout pour être ok sur le papier, pourquoi je le suis pas, à essayer en plus quand on est anxieux, on essaie toujours de trouver de se répondre à nos questions tout seul, en mode pourquoi je suis comme ça, d'où ça peut venir et tout machin, et en fait faut pas attendre d'être au fond du trou pour se faire aider. On peut y aller dès le début, faut pas avoir honte d'en parler. Faut pas avoir peur, faut pas avoir honte. Faut en parler avec d'autres gens autour de nous et c'est pour ça que je trouve ça important d'en parler, c'est que du coup on en parle et ça peut peut-être parler à d'autres gens et se dire ok vous êtes pas tout seul déjà, on comprend, chacun l'exprime de façon différente aussi et par rapport à la photo, faut pas se mettre cette pression. Ça peut prendre grave de temps d'arriver à faire des photos grave bien, qui te plaisent en tout cas. C'est un long chemin, c'est un long processus, ça fait partie du jeu aussi. Et il faut accepter que ça va plus vite chez certains, ça va moins vite chez d'autres. Et moi, c'est ce que je me dis tout le temps en fait. C'est genre en mode, ok, moi j'ai moins d'opportunités que d'autres, parce que en fait je les provoque pas, mais en même temps je les provoque pas parce que je suis pas très bien en ce moment, mais du coup c'est ok. Donc il faut que je prenne mon temps pour régler mes problèmes à moi, on fera jamais faire kiffer, et puis après quand ça ira mieux on verra quand. Faut se dire que les photos des autres on les fera jamais, c'est tout aussi. C'est comme ça, que tu la trouves belle, incroyable, fantastique la photo, pas toi qui l'as faite, donc après puis après chacun son regard, peut-être que si tu avais l'occasion de faire la même tu aurais pas du tout fait la même chose différemment, donc, exactement. Donc il faut arriver à se détacher de tout ça et pas se mettre la pression et se dire que c'est hyper cliché, mais il faut arriver à se dire que ça finira forcément par aller mieux quoi. Bah ouais, carrément. Regardez, moi ça va mieux. Élise, ça va? Moi aussi, en ce moment ça va mieux, ça va grave mieux depuis quelques semaines. Hein. J'ai qu'une hantise, c'est que ça redescende. Mais c'est toujours la hantise. Mais non, là ça va bien et j'ai de l'espoir et j'arrive mieux à gérer mes crises. Ça c'est tant mieux. Ouais. Mais c'est toujours par période. C'est en dents de scie tout le temps. C'est chiant. Et juste par rapport à ma photo, j'aimerais arriver à. C'est un gros travail, à arriver à être plus à l'aise dans l'espace public et me sentir légitime de
de faire des photos parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de choses dans la rue que je voyais pas avant. Parce qu'avant, j'avais l'excuse de dire il se passe rien, je vois rien. Parce que du coup, j'attends la scène. Mais maintenant, j'en vois plus, je vois plus de choses. Mais du coup, le problème, c'est que j'arrive pas à déclencher, tu vois. Du coup, je m'en veux de pas déclencher. Puis après, ça va me travailler pendant en plus, plusieurs heures. Surtout, tu as la chance d'être dans une grande ville. Faut venir Merci de me foutre la pression. Non, mais je veux pas te mettre la pression, mais tu vois, tu as la chance d'avoir des gens. Donc, tu as des opportunités de fou. Donc, que tu passes à côté d'une opportunité à un moment donné sur ta balade du dimanche, tu vas forcément en avoir une nouvelle 10 mètres, 15 mètres, clair, 10 minutes après, tu vois. Donc, en vrai, tranquille. Alors que moi, avec mes 3 pélos qui se battent dans la rue à Chalon, si je loupe l'opportunité, je me dis putain, merde, fais chier, quoi. Mais du coup, je m'en voudrais moins dans ce cas-là parce que je me dis, en fait, il y a moins d'opportunités. Donc, du coup, tu vois, genre, elles sont plus rares, les opportunités. Moi, j'en ai trop et je me dis, putain, je suis pas capable d'en prendre une. Tu vois ? Oui. Ah, tu te mets beaucoup la pression, quoi. Ouais, de ouf. J'ai un tatou, il y a écrit Don't fuck it up, quand même, sur la cheville. Donc, sur le talon d'Achille. Donc, ça veut tout dire. Oui, je me fous un peu trop la pression. Mais ouais, après, d'un côté, ça fait partie du jeu, quoi. Si c'était trop facile, ça serait pas drôle, quoi. Non. D'à côté. Bah ouais, donc, petit à petit, et j'espère un jour... je vais y arriver. C'est un process qui est un peu long. Et en fait, les podcasts, les rencontres et tout ça, ça me permet ça permet d'extérioriser et tout. Ça m'aide beaucoup parce que du coup, tu as des expériences d'autres gens et tout. Et exactement. Avec Tristan, quand on a parlé de street photo, du coup, ça m'a pas mal aidé aussi, quoi. Et plus je me documente, plus je vois le travail de plein de gens, plus je me dis, mais en fait, les gens, ils sont bienveillants. Il y en a plein qui sont OK et qui comprennent en fait le délire de la street photo. Et c'est cool, et c'est juste moi et mes démons et mes blocages et mes peurs qu'il faut que je travaille, quoi. Faut passer le cap, tu vois. Et ça prend du temps. Il faut surtout accepter que ça prend du temps et c'est pas grave aussi sur les réseaux si ça marche moins bien et que les gens apprécient moins. Et ça prend du temps, mais surtout t'es qu'au début de ta pratique photo. Oui, aussi. Ça faut remettre à l'échelle d'une vie, on va dire. Quand tu regardes des photographes comme on parlait tout à l'heure, Douaneau, Cartier-Bresson, R8, c'est quoi ? C'est 45 ans, 50 ans de photos, même plus. Les mecs, ils font encore de la photo ils font encore de la photo, tu vois. Et là, je sais pas quel âge il a 80 balais. Donc lui, il a 50 ans, 50 de carrière, tu vois. Et nous, toi, ça fait 4 ans ? J'ai arrêté de compter, ouais, il y a 4, moyen. 5. 3, 4. Moi, ça fait 5, 6. Bon, c'est rien. C'est rien, 5-6 ans. Oui. Donc on a le temps d'affûter notre œil, d'affûter notre méthode et de faire des belles photos. C'est vrai. C'est beau. J'allais te demander un conseil, un mot de la fin, un tips ou quoi, mais tu viens un peu de dire. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Le conseil, c'est juste de prenez du plaisir à faire ce que vous aimez. On dit tout sage. Ouais, non, mais il n'y a pas de... Faut pas se dire j'aime bien telle personne, je veux faire comme lui. Faut faire les photos qui nous ressemblent, celles qu'on a envie de faire, celles que nos yeux voient, en tout cas dans les scènes de la vie courante ou dans les studios de portrait ou dans les séances de portrait. Mais juste faire des photos qui nous ressemblent, prendre du plaisir, lâcher la pression et profiter. C'est tout, parce que la photo, c'est un loisir, un art, et c'est fait pour prendre du plaisir, tout simplement. Puis il n'y a pas de règles... Enfin, s'il y en avait, en tout cas, elles sont faites pour être cassées. Moi, j'aime bien cette idée-là aussi de... C'est pas parce que tout a été déjà fait que nous, on peut pas refaire, déconstruire, refaire. On peut toujours s'inspirer, on peut toujours apprendre. Et je trouve qu'on a un art qui est quand même fabuleux. C'est qu'il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de possibilités. Quoi, et il y a beaucoup de procédés, surtout à l'argentique. Il y a toujours des nouveaux trucs, des anciens trucs à découvrir ou à redécouvrir. Et je sais pas, il y a plein de choses à expérimenter. Il faut pas arriver à, comme moi, essayer de casser ces barrières-là et ces peurs pour... ça prend du temps, mais c'est OK. Et faire pour soi et arriver à se dire que c'est pas grave si sur les réseaux on voit pas ou si les gens comprennent pas. Et un bon photographe n'est pas un nombre d'abonnés sur Insta et vice-versa. C'est un peu des univers parallèles qui se regroupent. Tant que vous faites ce que vous aimez et que vous avez un objectif et il faut y aller. Ouais, c'est ça. Faites en fonction de vos moyens où vous avez envie d'aller sans juger les autres et sans non plus... J'utiliserais même un autre mot qu'objectif, mais juste l'envie. Ouais. T'as envie de faire des photos, t'y vas. T'as pas envie, t'en fais pas. Te force pas. C'est pas grave. Tu sors une semaine sans appareil photo, alors que les 2 dernières, tu sortais avec un appareil photo, puis tu faisais clic-clac tous les 10 mètres. C'est pas grave, hein.
C'est comme ça. Ouais, c'est par période, faut accepter. Faut arriver à accepter qu'il y a des moments où on fait moins et des moments où on fait plus. On est moins productif et on a moins envie, plus envie, on a moins de possibilités. Donc, c'est comme ça. Hein. Faut jongler avec la vie, en fait. Genre avec soi-même et la vie. Puis voilà. C'est magnifique. Et venez, voilà. Un autre mot de la fin, venez visiter, venez visiter le musée qui est gratuit et qui est exceptionnel. Clair. Et vous aurez peut-être la chance de me voir. Cool. Bah écoute, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Je vous invite à aller suivre Louis sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens en description. Hein. Je vais essayer de... Tu vas m'aider parce que à ressortir tous les noms et tout machin. Twitter et Instagram. Instagram. Voilà, puis si jamais je mets tout le monde dans la sauce, vous avez des questions, n'hésitez pas à le contacter. Je pense que je serai ravi de répondre. Je serais ravi de répondre. Vous m'envoyez un message sur Twitter ou Insta. Il n'y a pas de problème. Voilà, puis continuez à vous faire plaisir, continuez à faire de la photo ou non. Si jamais vous avez envie de commencer, n'hésitez pas aussi. J'aime beaucoup répondre à vos questions. Je suis là pour ça et vous aider aussi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez bien. Puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Je ne sais pas ce que ça va être. Mais on verra. Suspense. Si jamais vous avez des idées, des recommandations, des envies, n'hésitez pas aussi à m'envoyer en DM si vous êtes encore là après 1h40 d'épisode. Ah ouais, la vache. N'hésitez pas à me donner vos recommandations. Puis merci pour vos écoutes toujours et merci à Louis d'être venu. Merci de m'avoir accueilli. À bientôt. Bye bye. Au revoir.